Cette émission Sous le bandeau vous est présentée par son commanditaire premium, consultantbgh.com. Consultantbgh.com, votre partenaire informatique. Hey, tu aimes ce que fait Sous le bandeau? Alors rejoins-nous sur le Patreon de Sous le bandeau, / Sous le bandeau. Bien sûr, sache-le, il y a 4 forfaits. $3, $5, $7 et $33. Abonne-toi. Émission numéro 79. Et là, je suis très heureux. Très heureux aujourd'hui parce que on est la veille de notre convent, donc le convent de la Grande Loge Annie du Canada. Ouais. Et j'ai avec moi, en fait, mon grand maître adjoint aux affaires intérieures, mon frère Kenley Talmer, et mon frère qui vient de loin parce que tu es de retour du Panama pour une courte période, mon frère Mathieu, mon partenaire de voyage habituellement dans tous mes vlogs ou presque. Comment vous allez, messieurs? Êtes-vous en forme? Comment ça va, toi? Ouais, c'est ça, toi, Mathieu, comment ça va? C'est avec Mathieu qui vient de loin. Ouais, c'est ça, il vient un peu de loin, Mathieu. Ben écoute, comment je pourrais manquer un événement comme ça? C'est vrai? Il fallait que je revienne. J'avais pris l'engagement, j'ai dit... S'il y a un moment que je vais venir retourner au Québec, me geler les fesses pendant une semaine de temps en plein milieu de l'hiver, ben, ça va être pour le convent. C'est vrai, il faut le dire, ça. Parce que là, maintenant, t'es devenu un Panaméen, qu'on dit? Panaméen. Panaméen, merci. Moi, avec mes mots, des fois. Et t'as été tellement habitué à cette chaleur intense que depuis lundi, en fait, quand que Mathieu il est arrivé à la maison, on est allé dans le jacuzzi, hein? Bon, Je sais que Mathieu aime ça. Mathieu adore vraiment ça, d'aller dans le spa et pour certains pourraient dire le jacuzzi. Mais Mathieu n'était plus habitué au froid. Ouais. Donc, c'était la première fois que je voyais Mathieu en train de pas paniquer, mais de dire « Ah, il fait trop froid. » Et là, je le voyais courir un peu partout. C'était quand même très drôle. Habituellement, Mathieu va sauter dans la neige tout nu, il n'y a pas de problème. Mais là, un petit peu de neige, moins 3 degrés, et tout d'un coup, Mathieu n'est plus capable de se promener en maillot de bain dans... Tu sais, on s'habitue à tout. Hein? Ouais. Et là, ça fait depuis le 1er octobre... que je suis au Panama, travailler et vivre sur mon bateau avec ma conjointe et ma plus petite. Ouais. Et le premier temps, ben, c'est sûr que tu as cette espèce de période d'adaptation, mais maintenant, c'est rendu comme chez moi. Ouais. Le rythme de la place, la façon que j'approche les engagements, la vie et tout ça, c'est tout à fait différent. Ouais. Et effectivement, il y a une espèce de choc à revenir ici à Montréal, là où le monde sont sur l'horloge, ont des obligations, tu vois. Je suis un peu plus habitué à peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine, on va voir, tu vois, c'est ça. Ouais. Mais tu as fait quand même des belles découvertes au Panama. À ce que j'ai compris aussi, tu as vu qu'il y avait de la maçonnerie au Panama. Pas encore participé, mais je veux dire, il y a quand même... il y a une fraternité aussi qui est disponible en Amérique centrale. Puis je pense que le Panama, c'est en Amérique centrale, là, je me souviens bien. Absolument. Là. Ben, il y a des frères, les sœurs, on les trouve partout au monde. Ouais. Et ils me reconnaissent, puis je les reconnais quand ils me reconnaissent, tu vois, comme ça. Et j'ai eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises avec des frères et sœurs là-bas. En fait, juste avec des frères, à date. Pas juste des sœurs là-bas. C'est un peu plus fréquent. Mais, la fraternité existe. J'ai des grands espoirs de rentrer en contact avec le grand secrétaire de la Grande Loge de Panama, qui est déjà
établi certaines intentions de discuter avec nous. Donc, ça va me faire plaisir si je peux faire ça. Puis, si je peux avoir des discussions, ce serait merveilleux. Ah oui. Et de découvrir ça, d'avoir la chance d'aller visiter, ça serait très bien. Malheureusement, là où je suis actuellement, je suis un peu reculé de ce qu'on pourrait appeler les grands centres du Panama. Je suis sur la côte nord d'un petit village à peu près à 2 heures de route des villes les plus proches, par des chemins tout croches. Donc, on rentre pas souvent en ville et quand on y va, c'est en mission pour chercher de la bouffe, pour chercher des pièces, des équipements et puis tout ça. Mais non, c'est un très grand plaisir de passer du temps avec ma famille. C'est une de ces choses que je pense à la fin de mes jours, c'est une de ces rares choses que je vais dire j'aurais aimé avoir plus de temps de passer avec ma femme, avec mes enfants puis tout ça. Donc là, j'en profite amplement. Puis j'adore voir l'effet que ça sur ma fille, d'être sortie de la ville, d'être entourée de personnes qui vivent autrement, qui ont d'autres ambitions, puis qui ne prennent pas la vie trop au sérieux, tout en étant très sérieux dans la façon qu'ils vivent leur vie. Sauf quand ils veulent aller quand tu vas chercher du propane, ça, par exemple, ils le prennent moins au sérieux. Ou ils prennent leur temps, c'est ça? Ben, ils le prennent très au sérieux. Ouais? Ils le prennent très au sérieux. C'est juste que les attentes qu'on a face au délai ne sont pas pareilles. Et Franco, il rit parce que je l'ai raconté l'histoire plus tôt cette semaine. Mais tu vois, ici, c'est une banalité. Ça prend 5 minutes de remplir le gars, il te connecte ça, puis... quand j'étais au Panama, la seule place qui peut remplir des bonbonnes du type qu'on a ici en Amérique du Nord, c'est la centrale, c'est l'usine. Alors là, tu arrives là, tu as des gardiens de sécurité, comme en prison, des portes de sécurité, il faut que tu cognes, il ouvre une porte, tu rentres avec tes bonbonnes. En tout cas, c'est assez hallucinant. Et une longue histoire courte, ça a pris à peu près proche de 2 heures finalement pour faire remplir une bonbonne de propane. Où j'ai dû demander qu'un employé le fasse pour moi parce que même si cette fois-ci je me suis souvenu de mettre des chaussures au lieu de des gougounes, là ça prendrait des pantalons longs, ça prenait une chemise plus habillée parce qu'il y a des standards pour aller remplir ton bonbonne de propane. Faut que tu sois beau pour aller là-bas. Bien sûr. Mais c'est un plaisir de découvrir d'autres pays, ça. De vivre une expérience autre, de t'acclimatiser un petit peu de la réalité du monde. Puis, c'est pas plus grave que ça. C'est des belles expériences. Moi, j'aimerais bien demander à Mathieu comment est-ce que il voit le côté de la fraternité. Par exemple, tu rencontres d'autres personnes. Comment est-ce que les gens t'accueillent là-bas? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens chez toi? Non, c'est sûr que le Panama, contrairement à beaucoup d'autres pays latino-américains, c'est un peu plus séparé. Ils ont une longue histoire avec les Américains, qui ont comme avaient mépris sur leur pays pendant longtemps. Mais d'ailleurs, je pense que c'est leur devise. Ils ont bombardé, tu vois. Mais c'est leur devise aussi. Mais les devises américaines, il y a tout plein de pays maintenant qui virent encore avec ça. Mais les Américains, ça fait pas si longtemps, il y avait eu des bombardements, il y a des choses comme ça. Alors, il y a une certaine amertume autour des Blancs, dire ça comme ça. Okay. Et ça crée quand même une certaine division. Donc, je dirais, non, j'ai pas ce sentiment d'accueil dans la maison des mondes. Par contre, il n'y a pas de conflit, quoi. On rencontre des personnes, on échange avec eux, c'est civil, c'est léger, mais il y a d'autres places où le monde va t'inviter chez eux, dormir, manger. Ça, je ne l'ai pas croisé. Par contre, dans le monde marin, donc dans le monde du bateau, là, c'est tout autre chose. Parce que là, je me retrouve un petit peu dans un élément que j'adore, où on rencontre régulièrement des personnes qui vivent d'une façon tout à fait différente, avec des différentes aspirations de vie qui sont hyper intéressantes. Puis, étant donné qu'on vit toutes un peu la même réalité qui est difficile d'une certaine façon et à la même temps
tellement plus facile que la vie en ville sur d'autres fronts. Ça. On a tout de suite une affinité, puis on échange librement comme si on se connaissait depuis toujours, quoi. Fait que c'est quand même une belle forme genre de fraternité. T'sais, vous avez un cercle, vous êtes quand même assez proche, vous vous entraidez quand quelqu'un a besoin d'aide aussi. Il y a cette forme-là qui est quand même très similaire avec la maçonnerie quand même. Oui, absolument, absolument. Quand tu es en bateau, je pense que le monde sont beaucoup plus proches ou beaucoup plus conscients du fait que les autres qui les entourent, c'est des êtres humains qui sont sur le même niveau qu'eux. Et ils ont beaucoup plus tendance de traiter l'autre comme ils aimeraient se faire traiter. Mais d'une façon très vraie et très honnête. Et par exemple, quelqu'un a un produit, puis tu le demandes de l'emprunter, puis il dit, mon voisin Sven, l'autre jour, j'ai allé le voir, j'ai dit, hey, pourrais-tu me passer de l'époxy pour un projet? Puis là, il était vraiment déçu parce qu'il dit, man, oui, j'en ai, mais si je t'en donne, je pourrais pas finir mon projet. Puis donc, je suis vraiment désolé, j'aimerais vraiment faire ça. Et contrairement à quelqu'un d'autre qui dirait juste, non, je n'ai pas de slack. Va-t'en à l'épicerie, va-t'en au quincaillerie, t'en chercher. Tu vois. Donc, c'est un peu différent de ce côté-là. Puis même, tu vas trouver des personnes qui n'ont pas de revenus ou très peu, qui ont vivent très simplement, mais qui vont avoir une énorme générosité face à ceux qu'ils ont. Si tu as besoin de quelque chose, Donc, pour ça, c'est exceptionnel. Puis aussi, je vois ça aussi avec ma fille. Elle voit ça tout de suite, puis elle réagit d'une façon hyper positive avec ça. Des voisins de bateaux qu'on a de l'Israël qui ont des jeunes enfants, qui ont des caractères très forts. Lily a un caractère quand même fort aussi, mais qui ont des caractères très forts puis un peu difficiles. Elle a pris ça directement et comme je vais aller jouer avec eux, je vais passer du temps avec eux, je vais essayer de les montrer d'autres façons de se comporter, peut-être pour rendre la vie de sa mère. Donc, elle a eu comme un désir naturel de s'impliquer pour aider son proche, puis un certain sentiment de bienveillance qu'on retrouve peut-être plus naturellement qu'on va trouver ici en ville. Donc, moi, je trouve ça hyper cool. C'est un style de vie qui résonne très fortement avec moi, puis que je pense peut ajouter beaucoup à toute personne qui touche à ça. C'est fantastique. Un jour, tu vas nous présenter la première loge maçonnique en mer. Ça, je m'attends à ça. Tu as un bateau assez grand, ce que j'ai entendu. On peut avoir 28 personnes, je crois, dans ce bateau-là, sur le pont. La dernière fois, la dernière petite fête on avait 18 personnes, puis on n'a pas fini de remplir le cockpit, puis le section arrière en arrière du cockpit. Bon. Donc là, d'après moi, à 35 à 45 personnes, on couvre le haut. Là, ça va être une loge juste et parfaite. Donc, moi, je m'attends à ça. Merci, Matt, d'être encore une fois parmi nous. Mon frère Kenley. Yes. Le grand maître adjoint aux affaires intérieures de la Grande Loge Génie du Canada, qui est aussi un écrivain, donc un auteur. Tu as aussi ton propre podcast. Un homme extrêmement occupé, un grand leader dans cette maçonnerie québécoise, surtout du côté de York. Mon frère Kenley, comment ça va de ton côté? Et en même temps, comment s'est passé ton temps des fêtes? Parce que là, c'est notre première émission, en fait, en direct sur place en studio. Donc, parce qu'on ne s'était pas vu durant les dernières semaines. Ouais. Donc, comment ça s'est passé de ton côté? Ça va. Pour les fêtes, c'était très bien. J'ai eu des moments extraordinaires. J'ai passé du temps avec des frères et sœurs qui sont ici, qui sont venus étudier. Mais tu sais, en décembre, donc ils n'ont personne. Donc, c'est le moment de dîner, de souper avec ces gens, de passer du temps avec mes frères et sœurs. Ouais. Et puis, aussi, c'est le moment de sonder la chaîne. Donc, on a fait quelques petites portions mystiques pour rester soudés, parce que la façon dont on vit la fête de fin d'année ici, c'est pas comme ça qu'on vit ça en Haïti. Comment vous le vivez en Haïti? C'est une fête communautaire. OK. C'est pas une fête de famille.
Ici, c'est une fête de famille. Ouais. En Haïti, c'est une fête communautaire. Mhm. Donc, par exemple, le 1er janvier, je vais prendre la soupe chez mon voisin d'à côté, je vais manger de l'autre côté. C'est la même chose pour la Noël. Donc, le 24 décembre, tout le monde est dans la rue, il y a des fêtes partout. Mais ici, c'est des fêtes de famille. Donc, pour la personne, par exemple, qui arrive ici pour la première fois, un 24 décembre, c'est extrêmement difficile. Il fait froid, tu restes à la maison. Si tu n'as pas d'autres personnes pour partager ce moment, c'est pas facile. Et moi, ça me fait penser, je me rappelle la première fois que je suis venu ici, c'était en 2013. C'était en décembre 2013. Je me suis demandé qu'est-ce que tu faisais là, Kenley. Ah oui. Parce qu'au fait, je ne suis pas habitué à vivre les fêtes de fin d'année à l'extérieur du pays. Et c'était la première fois. Il y avait de la neige et mes amis m'appelaient en Haïti pour me dire qu'est-ce que tu fais, on a une soirée ce soir, on va faire on a un souper ce soir. Et là moi je suis dans une chambre, il neige, il n'y avait pas d'autres personnes, j'étais dans un Airbnb et puis je me suis dit non, plus jamais un mois de décembre au Canada, non. Mais et c'est là aussi que j'ai compris l'importance d'accompagner mes frères et sœurs parce qu'en fait moi aussi, j'ai déjà vécu ça. Passer une fête de fin d'année ici, où on a l'habitude de vivre une fête communautaire, et là, c'est une fête de famille, c'est extrêmement difficile. Bon, j'ai passé de très bons moments avec mes frères et sœurs pour cette année, donc je commence déjà à préparer, à rédiger mon prochain livre. J'ai déjà le titre en tête. J'espère que ça va être à la roseraie des philosophes que tu vas envoyer ça. Bah oui. Sûr. Et ça va être, je commence déjà à réfléchir, l'être à un jeune maçon haïtien. Parce que ça me parle beaucoup. Parce qu'il y a tellement de jeunes qui sont intéressés à la maçonnerie et qui me posent des questions après avoir écouté mes différentes éditions de podcast. Et là, j'aimerais faire un livre pour parler à un jeune, soit un jeune qui souhaite rentrer en maçonnerie ou un jeune qui vient d'être entré en maçonnerie. Parce que il y a des jeunes qui sont entrés en maçonnerie qui me disent ah, Kenley, voilà ce qu'on me dit. C'est des jeunes qui rentrent avec beaucoup de clichés, ce qui n'est pas vrai. Donc, à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut aider ces jeunes à travailler sur eux-mêmes, à devenir une meilleure personne, au lieu de ramasser tout un ensemble de clichés qui ne sont pas vrais. Et majoritairement, ces jeunes vont être déçus. Et là, moi, je suis en train de réfléchir. Je commence déjà la rédaction, j'ai déjà mon plan pour faire ce livre, L'être à un jeune maçon haïtien. Ouais. Oh, wow. Ben, je te dis ça comme ça. Mais si tu as besoin d'une préface, ça va me faire plaisir de te la faire. Bien sûr. Mais c'est fantastique, ça. C'est fantastique. Puis c'est vrai, tu sais, des fois, on pense pas à cet impact-là, tu sais, comment que nous, on fête Noël et le temps des fêtes, puis comment des fois, les gens peuvent vivre de cette solitude-là, tu sais. On l'a annoncé quand même durant quelques années de ça, puis je pense même durant dans notre cercle proche de la Grande Loge, moi je le disais aux gens, tu sais, si vous êtes tout seul à Noël, vous m'appelez, il y a de la place en masse. J'ai toujours une tourtière de plus, ou sinon j'ai quelque chose de chaud prêt pour les frères et sœurs s'ils sont mal pris ou s'ils sont tout seuls, tu sais. Mais ce serait quand même le fun de faire ce concept-là, tu sais, de familial avec tout le monde, puis d'inviter le quartier au complet. Donc tu invites les frères et sœurs, on passe du temps, on mange ensemble, on joue, donc... Ah, c'était bien. Ah, c'est cool ça. Mais tu vois, moi, c'est un beau segment, en fait, un segue vers l'autre sujet avant qu'on commence avec le sujet principal. Mais tu vois, moi, quand je fais des fêtes, le 23 décembre, sur un sujet genre comme le nouveau livre ici qui s'appelle Lucifer et la franc-maçonnerie, hein? Donc, ça permet d'avoir des discussions assez envenimées, disons, avec des fois avec certains frères. Et ça leur a rajouté un chapitre de plus dans mon livre. Ah ouais? Ouais. Fait que donc, moi, ce que j'ai appris durant le temps des fêtes, c'est de ne pas
prendre de l'alcool et parler du sujet de mon livre parce que ça peut causer un peu des conflits. Mais sinon, tout est bien, on a tout résolu, il n'y a pas de souci. Mais sinon, le livre, vous le voyez, je pense que vous avez chacun aussi de votre belle copie en plus de ce livre-là. Tout frais. Je l'ai reçu aujourd'hui. Je l'ai reçu aujourd'hui de l'imprimeur. Et encore, moi, je suis quelqu'un qui fait de l'assurance qualité dans ma vie. Hein? Donc là, j'ai remarqué qu'il y a quelques petites erreurs. Exemple, ici, on voit que le pli pour la page, le F est encore là. Donc là, je vais déplacer mon look et le texte à l'arrière, il est directement sur le pli qui est ici. Donc, mais ça, c'est le côté perfectionniste que je suis. Donc, je vais tout régler ça. Mais sinon, le texte est complet. Le livre est final. Donc... Mon frère Franco, là, ça va me faire plaisir de repartir rapidement avec ça au Panama pour être la première personne d'avoir lu votre livre à l'étranger. Oui, en plus. Ça va être ça mon objectif. Ça va être malade. Puis je vais te le dédicacer en plus. J'ai à peu près 60 étampes. Là. Je vais toutes les étamper une page par une. Tu vois, ça va être parfait. C'est merveilleux. Et juste pour te faire chier un peu, de temps en temps, je vais t'envoyer des belles photos de... Ouais. Mais moi, je veux juste que tu lis le livre, OK? Genre devant l'océan. Puis tu disais, là, présentement, je suis au San Blas et je suis rendu à la page 10. Tu sais? Et après ça, tu es rendu en Colombie voir notre frère Rachid et je suis rendu à la page 50. Donc, quelque chose comme ça. Ça veut dire que tu lis pas très rapidement, mais ça, c'est pas grave. Oui, mais c'est correct. Quand on prend notre temps pour lire un livre, c'est qu'on le déguste puis on trouve ça intéressant puis on veut prendre le temps de bien... C'est exactement ça. Ouais. Donc, mon premier livre, tu vois, moi, je suis tes traces, Kenley. Moi, j'ai vu... Le grand œuvre que tu as fait avec ta belle lettre. Écoute, je me suis dit pourquoi pas. Donc, il y a des gens qui m'ont dit sur la pochette, en fait, que c'était peut-être un peu trop, comment je pourrais dire, flashy. Mais le but de ce livre-là, en premier lieu, c'est d'atteindre le profane. Donc, qu'il lit et qui comprennent que la maçonnerie n'est pas luciférienne. Oui, mais honnêtement, là, je m'excuse, on a lu plusieurs livres maçonniques. Ouais. Mais je me suis toujours posé la question, pourquoi les couvertures des livres maçonniques devaient être aussi austères? Il y en a comme Christian Guige qui fait des super beaux couvercles, qui prend le temps et tout ça. Mais le nombre de livres que j'ai pu voir avec un couvercle blanc et bleu, comme si le contenu allait être au reflet du couverture. Ouais. Tu vois? Et le fait que tu mets une belle couverture, ça donne le goût à quelqu'un de regarder et dire si la personne a mis de l'intérêt là, il a sûrement mis de l'intérêt aussi dans son travail. C'est tout ça le secret. C'est exactement ça. Donc, si ça vous intéresse, on va commencer à faire une page pour les pré-réservations. Donc, si vous voulez réserver votre livre, faire le paiement, donc vous pourrez faire ça sur la Roseraie des philosophes. Donc, roseraidesphilosophes.ca. Vous pourrez réserver votre merveilleux livre et bien évidemment, les membres Patreon, si vous vous inscrivez, on va vous donner un rabais puis en même temps, je vais tous vos livres, je vais tous les dédicacer au grand complet. Donc, notre lancement devrait se faire au mois de mars. Je n'ai pas encore la date exactement. Moi, j'aurais voulu que ce soit le 1er mars parce que c'est le 1er mars, c'est la nouvelle année maçonnique. Donc, pour moi, c'est une belle symbolique. On commence bien l'année avec un nouveau livre. Mais le lancement officiel... On va avoir 3 livres. Donc, on va voir mon livre sur Lucifer et la franc-maçonnerie. On va avoir 2 livres. Le premier livre de notre frère Yves Vaillancourt, qui est sur le traité philosophique du tarot, avec un aspect sur le tarot maçonnique. Donc, ça va être super intéressant. Et la préface de notre frère Paul Bonneau. Donc, ça va être vraiment le fun. Cool. Et l'autre livre qui s'en vient, c'est encore une fois avec notre frère Yves et on a aussi notre frère Anatoly qui vont faire un livre sur la franc-maçonnerie et la musique. Donc ça va être super intéressant. Ouais. Et la version audio, parce que, évidemment, on va faire tout ça avec Audible, Kindle et tout ça. Donc la version Audible, on va avoir aussi des pièces musicales à l'intérieur du livre audio. Donc, je vous le dis, ça va valoir la peine. Ça va être vraiment le fun. Donc là, on est en train de tout sécuriser ça. Et je vous le dis, allez voir ça.
laroseraiesdesphilosophes.ca. Sinon, encore une fois, nos commanditaires pour l'émission, le commanditaire premium qui est Consultant BGH, ce sont des frères qui ont décidé de commanditer notre émission. Les consultants BGH, c'est des consultants en informatique qui sont un peu partout à travers le monde, en Amérique du Nord, mais aussi en Afrique. Donc, si vous avez des besoins informatiques, des sites web à construire, ils sont aussi spécialisés en téléphonie IP et tout ça. Donc, si vous avez des besoins informatiques, vous allez voir Consultant BGH. Je vais mettre le lien sur la page. Et bien évidemment, nous avons aussi d'autres commanditaires comme no-colonne.com qui commandit notre émission. Donc, si c'est pas grâce... c'est grâce à vous si l'émission peut aussi perdurer. Puis on est rendu maintenant à 79. Mais là, mon frère Mathieu, on est rendu au point... On a eu une conversation tantôt sur le patio et je trouve ça très intéressant parce que tu me parlais tu l'as discuté en fait de l'utilité d'une grande loge. Ouais. Puis ça, je trouve ça fantastique comme sujet parce que depuis 1717, on a eu 4 loges qui sont réunies ensemble pour créer la première grande loge. Et là, on connaît la suite. On voit comment il y a un nombre d'obédiences un peu partout à travers le monde. Toi, je crois que tu voulais un peu challenger ce petit côté-là. Puis je trouve ça intéressant aussi pour les loges. Mais autant aussi qu'il y a quelques semaines de ça, même que notre frère Franck Fouqueray, moi j'ai eu une discussion avec lui sur même pour rendre le processus encore plus... le processus maçonnique, en fait, encore plus personnel et que, justement, ça devient comme un aspect informatique, comme un open source, où que tout le monde a accès à toutes les informations à tous les degrés puis qui font leur processus comme qu'ils veulent. Puis je trouve ça super intéressant d'associer avec ce genre de choses-là. Puis là, quand tu viens de me parler de l'aspect de l'utilité d'une grande loge, je me suis dit, pourquoi pas qu'on fait tout le sujet au complet de cette émission-là. Fait que je vais te laisser de placer la table. Ouais. Puis on va y aller ad lib là-dessus. Puis ça va être le fun. Bien sûr, pourquoi pas. Puis je vais, juste avant de commencer là-dessus, émission 79. Ouais. Merveilleuse année, ça. Ouais, hein? Ouais. Génération X. Yeah. Génération X. Bon, ça c'est fait. Je veux pas que mes propos de tantôt soient mal interprétés. C'est toute ta faute, Mathieu, inquiète-toi pas. Donc, on va te reprocher ça. Je vais clarifier ma position. À l'heure actuelle, je pense que les grandes loges ont une utilité profonde et sont quasi essentielles à la survie de beaucoup de loges. Ouais. On le vit dans la Grande Loge Annie comme dans beaucoup d'obédiences que la Grande Loge facilite grandement que quand une loge a des dénouements ou des hauts, on peut travailler plus efficacement entre les différentes loges pour s'assurer que on continue les travaux, que les loges se mettent pas en sommeil, puis des choses comme ça. Donc, tu vois, oui, il y a des belles raisons pour ça, puis ça assure une certaine rigueur et qualité des travaux. Par contre, dans les traditions initiatiques, autant que dans la plupart des traditions religieuses, ou si on regarde surtout dans la Bible, les façons qui s'organisaient, l'intention d'organisation du début de l'Église, c'était toujours un petit groupe autonome qui se réunissait par leur propre volonté, on va dire ça comme ça, et échangeaient des idées, développaient entre eux-mêmes, se développaient à travers ces échanges-là. Ouais. Et ils ne se reposaient pas, ou ils n'étaient pas dépendants, en quelque part, d'une institution externe, d'un corps externe, pour régulariser la façon qu'ils vivaient leur expérience initiatique ou qu'ils vivaient leur chemin vers leur quête, on peut dire ça comme ça. Ouais. Tu vois? Et ce qu'on voit actuellement, c'est que, en tout cas, moi je vois dans notre obédience particulièrement, il y a une certaine, comment qu'on peut dire, il y a
une certaine tendance des loges de dire, la Grande Loge va s'occuper de ça. Tu vois? On n'a pas besoin de gérer nos finances. La Grande Loge va s'occuper de ça. On n'a pas besoin de faire des événements pour fêter ensemble, pour souligner les moments importants de l'année. La Grande Loge va s'occuper de ça. Tu vois? Et je me demande si le fait que ces institutions-là existent ne devient pas un frein, finalement, pour que les membres se responsabilisent pleinement face aux différentes fonctions qu'on peut avoir quand il y a des fonctions dans la loge. Et dans l'ensemble des aspects nécessaires à un corps équilibré et en santé. Donc, quand on dit que la loge peut être vue comme à la reflet d'un corps, on sait qu'il faut qu'on s'occupe de notre côté matériel, il faut qu'on s'occupe de notre côté émotionnel, notre côté spirituel. Tout ça devient important. Et s'il y a un aspect qui est hors équilibre, on ne va pas être une personne en bonne santé. Et des fois, je vois les loges comme des personnes un petit peu handicapées de ce côté-là. C'est-à-dire, ils sont peut-être bien émotionnellement et spirituellement, mais ils ne sont pas capables de payer leurs factures puis s'occuper d'eux-mêmes. Donc, eux autres, ils délèguent ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, je me demande, c'est quoi l'impact? Donc, c'est ça, je mets la table comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment intéressant parce que là, tu expliques un peu le comportement humain, mais là, qui se reflète à une loge. Comme si tous les membres de la loge est une cellule ou une partie de ce corps-là. Et là, on peut voir les défauts que la personne peut avoir, autant que les qualités que cette loge peut avoir. Parce que justement, tu pourrais avoir une loge qui s'implique vraiment beaucoup dans toutes les causes caritatives, mais qui sont vraiment pas bons du côté financier. Tu sais? Absolument. Et donc, c'est comme le reflet de tout ça, puis que la Grande Loge, finalement, c'est en fait, la Grande Loge, c'est le regroupement de toutes ces personnes-là, individuelles, qu'on peut qualifier comme loge, qui va créer une autre personne aussi, qui est la Grande Loge, qui va avoir ses qualités, ses défauts aussi avec tout ça. Tu sais. Je trouve ça super intéressant de faire cette réflexion-là. Tu sais, le microcosme avec le macrocosme. Tu sais. J'ai l'impression que c'est cette association-là, mais j'ai l'impression aussi que, je ne sais pas ce que tu en penses de ça, mais que autant si, disons, la loge serait toute seule, elle aurait quand même probablement les mêmes problèmes, mais au lieu d'être au niveau de la loge, ça serait peut-être juste redescendu au niveau peut-être des officiers, des membres en tant que tels. T'sais. Donc là, les problèmes, si elle laisse certains problèmes à l'obédience qu'elle le gère, peut-être que dans la loge, les membres en tant que tels vont laisser ça aux officiers parce qu'ils vont se dire les officiers vont s'en occuper, c'est pas à nous. T'sais. J'ai l'impression que c'est comme en anglais, un chain reaction. Il me semble que c'est le problème, il serait quand même là, même si tu redescends au niveau de la loge. Tandis que si tu regardes tout l'aspect de la Grande Loge, justement, ça donne plus de ressources pour faire, mais d'un autre côté, ça donne aussi plus d'opportunités d'être un peu plus peut-être paresseux. Ouais, c'est là que j'allais aller avec ça. Il y a une expression anglaise qui dit « the buck stops here ». Puis quand tu as le sentiment that the buck stops here, si tu t'en charges pas, le truc va simplement s'éteindre. Mais tu as une certaine motivation additionnelle pour dire « OK, je veux pas que ma loge ferme, je veux pas qu'elle s'éteigne. Donc, je vais faire un peu plus d'efforts. » Mais quand tu as l'opportunité de déléguer ces choses-là à un autre corps, l'être humain étant souvent, comment je pourrais dire, à la recherche de la voie facile, c'est une voie facile, ils vont l'exploiter naturellement. Et voilà. Moi, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de paresseux. Donc, si je peux trouver une façon d'arriver au même résultat sans avoir à faire le travail,
ben, je risque de le faire. Mais des fois, ça fait en sorte que on n'apprend pas, on grandit pas, on ne devient pas des meilleures personnes. Et pour moi, ben, c'est tellement partie du processus maçonnique que je me demande pourquoi on s'offre cette possibilité-là. D'être dans une grande loge, c'est dans ça? cette tradition. Ouais. Ouais. Moi, ce que je dirais à cette question, Mathieu, c'est d'abord, n'oublie pas que le problème, ça commence déjà dans la loge. Mm-hmm. Et la responsabilité, d'abord, c'est le vénérable maître. Mm-hmm. Il faut apprendre à déléguer. Mais dans cette délégation de pouvoir, il faut engager tout le monde. Ouais. Parce que c'est extrêmement important. Si la personne arrive dans sa loge, il n'est jamais impliqué, il ne se sent pas chez lui, demain il va devenir maître, il va être membre du conseil de l'ordre, il ne sera pas impliqué. Ouais. Mais si dès l'apprentissage, il se sent impliqué, il va s'engager. Ouais. Et moi, j'ai dit, le problème, ça commence dans les loges. On doit impliquer, on doit permettre à nos frères et sœurs de s'engager un peu plus, même si la personne n'est pas officier, mais la loge peut avoir des commissions. Donc, cette personne est impliquée dans une commission. Comme ça, la personne va se sentir utile. Et cette personne, quand il va arriver au Conseil de l'ordre, il va s'impliquer aussi. Oui. Parce que n'oublie pas que le Conseil de l'ordre est composé assez souvent de membres de différentes loges. Oui. Or, est-ce que si vous regardez bien, est-ce que ces membres sont aussi impliqués dans leur loge? Parce que si ces personnes ne sont pas très impliquées dans leur loge, ils ne vont pas être impliqués dans le Conseil de l'ordre. Ils vont être là pour être là. En fait, c'est ça. Je pense, Mathieu, la vraie question, c'est l'implication des frères et sœurs dans leur propre loge. Tu sais. Qu'est-ce qu'on vient faire? Qu'est-ce qu'on vient faire en maçonnerie? On élève des temples à la vertu, puis on creuse des quelque chose pour les vices. Ça veut dire qu'on travaille sur nous autres mêmes, autant sur nos qualités et nos défauts. Donc, si on est paresseux, si on, comme tu dis si bien, Mathieu, dans une certaine expression que des fois, dans nos têtes, parce que moi aussi, je me vois littéralement comme ça, le petit singe qui est là, qui est en train de naviguer, puis quand il va vraiment réagir quand il arrive, tu sais, c'est la dernière seconde, puis là, on va essayer de régler ça, parce qu'on procrastine durant tout le temps pour se rendre... On appelle ça le panic monkey. Le panic monkey, c'est ça. Le singe paniqué. Ouais. Mais c'est ça, donc... Je pense que tout ce travail-là, effectivement, se commence en loge. Donc là, ta question originale, c'était quoi? C'était l'utilité. En fait, pourquoi l'utilité de la Grande Loge, finalement, dans tout ce processus-là? Parce que, en tant que tel, si on serait capable de faire tout ce travail-là dans la Loge Bleue, pourquoi que la Grande Loge, elle est là? C'est ça? Ben, en fait, la question est surtout... Et je pense que notre frère Kenley a soulevé des très bons pistes de solutions à la problème, qui est de dire, ben, qu'est-ce qu'il y a dans le processus initiatique comme il existe aujourd'hui qui fait en sorte qu'on n'a pas cette expérience-là dans nos loges, que à travers le processus initiatique et à travers l'expérience que les jeunes maîtres ils ont par... les expériences qu'ils vivent avec les maîtres plus vieux dans leur loge, ils ne tombent pas dans un écosystème qui est pleinement complet, je vais dire ça comme ça, et qui fait en sorte que finalement, ben, on se regroupe ensemble pour avoir quelque chose de plus complet ensemble. Ouais. Tu vois? Et l'hypothèse que j'amènerais, c'est que c'est une question de maturité des individus et du collectif. Et que, ultimement, l'aspiration, c'est que chaque individu est souverain. Est pleinement dans sa personne, dans son corps. Et que toutes ses fonctions et ses offices sont engagés. Ouais. Tu vois? Et peut-être quand on arrive plus proche de cette situation-là, que ce soit dans la société profane, que ce soit dans nos loges, ben, de moins en moins, on va avoir besoin de des structures
qui gouverne l'homme pour empêcher qu'il fait des drôles d'affaires. Hein? Et plus on va naturellement tendre vers de l'auto-organisation qui va avoir des résultats bénéfiques pour tous ceux qui nous entourent. Moi, j'allais dire tantôt, par exemple, quand j'étais venu, ce que je faisais généralement avec le second surveillant, je demandais à tous les apprentis, par exemple, de venir 1 heure de temps avant la tenue. Pendant que moi et le maître des cérémonies, on va monter le temps, ils font le travail. Je leur dis un jour, si vous ne sentez pas, si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'êtes pas obligé de venir 1 heure de temps avant. Ouais. Parce que la loge, c'est votre maison. La loge, c'est notre bien. Oui. Donc, si tu ne te sens pas bien, ne viens pas. Et j'ai constaté qu'il y a quelqu'un qui arrivait tout le temps en retard. Un jour, j'ai eu une conversation avec cette personne. Je voulais savoir pourquoi cette personne arrive toujours en retard. Et là, j'ai posé la question à cette personne. Elle m'a dit, malheureusement, je ne peux pas me réveiller pour arriver à temps. Je dis, ok, je comprends tout à fait. Et puis, je lui ai demandé, est-ce que tu es toujours en retard à ton travail? Il m'a dit, c'est ça mon problème. J'ai dit, tu vois, le même problème que tu as dans la vie maçonnique, tu l'as dans la vie profane. Ouais. Est-ce que tu veux toujours rester une personne qui est toujours en retard ou tu veux travailler sur ça pour t'améliorer? Et j'ai dit, est-ce que tu ne prends pas plaisir dans le travail que tu fais? Il me dit oui. Est-ce que tu ne prends pas plaisir à venir dans la loge? Oui. Ben, si tu prends plaisir à venir dans la loge, donc tu es là pour élever des temples à la vertu et causer des tombeaux au vice, tu dois, en tant qu'apprenti, travailler sur cette faiblesse, sur ce défaut, parce que tu es toujours en retard. Et tu vas voir, quand tu commences à travailler, tu commences à te dire, je dois venir à la loge avant, et tu vas voir comment est-ce que ça va refléter dans ta vie profane. Tu devrais y enseigner la règle de 24 pouces. Mathieu a fait un beau sujet dans une des émissions qu'on a faites ici dans le passé, mais c'est littéralement ça, c'est comment gérer ce 24 heures-là. Tu sais, je rebondis sur ce que tu as dit. Un aspect que les gens réalisent pas nécessairement quand ils rentrent en maçonnerie, c'est le concept du devoir. Tu sais, ce devoir-là, il y a plusieurs choses dans ce devoir-là. C'est d'être au service de ses frères et sœurs quand on a besoin, d'être au service de sa loge. Comme tu dis, c'est sa maison. Donc, mettre en ordre... Tu sais, avant... Moi, j'ai souvent vu des gens, ils ont dit « Ah, je veux rentrer en maçonnerie parce que je veux changer le monde. » Oui, mais avant de vouloir changer le monde, il faut t'apprendre à te changer toi-même. C'est qu'est-ce que Gandhi disait. Donc, il faut travailler dans sa loge, l'aider, monter sa loge, participer à tout ça. Donc, ce sens-là de devoir est ultra important. Puis, souvent, des fois, il y a des gens qui disent « Mais là, je comprends pas pourquoi que les apprentis font toujours les agapes, s'occupent de tout. C'est pas nos esclaves. On n'est pas des esclaves ou quoi que ce soit. » Je dis « Non. Vous n'avez pas compris l'aspect d'être au service. D'être au service des autres. Ça ne veut pas dire d'être un esclave, c'est d'être au service des autres. D'être à l'écoute de tes frères, des besoins de ton prochain. Pas nécessairement de tes frères et de tes sœurs, mais d'être à l'écoute de ton prochain. Puis de dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour élever? Le but, c'est toujours d'élever cette conscience-là, d'aller toujours un petit peu plus loin. Seul le service élève. Oui, exactement. Puis c'est aussi dit dans la Bible et tout ça. Donc, pour moi, c'est la base. Donc, les gens, des fois, je me rends compte, c'est peut-être aussi une autre question qu'il faut se poser. Est-ce que les gens rentrent en maçonnerie pour les bonnes raisons? S'ils ne rentrent pas dans les bonnes raisons, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont assis sur des colonnes et qu'ils décident de dire « C'est un beau spectacle ce soir, je vais regarder le vénérable maître, puis la fin de la soirée est terminée, je vais retourner à la maison par après. » Qu'est-ce que tu en penses de ça, Matt? Est-ce que ça pourrait répondre peut-être une partie à cette question-là que tu nous as apporté tantôt? Mais tu parles, est-ce que c'est peut-être pour ça que le monde rentre en maçonnerie? Oui. Moi, je revirais la question. Est-ce que, parce que nous autres, avant que quelqu'un rentre en maçonnerie, c'est que c'est nous qui les invitons. Hein? Oui. C'est nous autres qui les parlent, qui vérifient leurs motifs. Qui les enquête et qui
choisis, qui émet leur désir, qui participent avec nous. Donc, si ce qu'on cherche, c'est des personnes impliquées, et ça devient un critère de sélection pour nous, parce que c'est une de nos valeurs. C'est une de nos valeurs, des personnes impliquées qui veulent travailler sur eux-mêmes pour réellement pouvoir aller travailler et développer le service après ça à l'extérieur. Ben, les types de personnes qui vont rentrer en maçonnerie vont refléter ça. Et ça me fait penser à quelqu'un qui m'expliquait que avant, par exemple, à la Grande Loge d'Haïti, pour rentrer, tu attendais 3 ans. À chaque enquête, 1 année. Il faut voir si la personne sait pourquoi elle veut vraiment entrer en maçonnerie. Si cette personne sait vraiment pourquoi elle veut rentrer en maçonnerie, elle va être patiente, elle va attendre. Et à ce moment-là, avant, il y avait, quand la personne passe ces 3 années à attendre, à ce moment-là, il y a au moins 6 mois avant l'initiation, on l'explique un peu c'est quoi la maçonnerie. Pour s'assurer que, est-ce que vraiment tu veux rentrer là? Est-ce que tu comprends que dès que tu rentres là, tu dois être au service de tes frères et sœurs? Il n'y a pas de la gloire, il n'y a rien à ce moment-là que travailler sur toi-même pour devenir une meilleure personne. Est-ce que vraiment c'est ce que tu veux? Et la question de Matt m'a fait vraiment penser à ça. Pourquoi les gens ils veulent entrer en maçonnerie? Et c'est à nous, quand on fait le passage sur le bandeau, les enquêtes aussi, de vraiment découvrir pourquoi cette personne veut entrer en maçonnerie. Et c'est sa raison qui va permettre à la loge de grandir. Si la personne veut juste entrer en maçonnerie parce que elle entend parler de la maçonnerie partout, la personne va arriver, elle va observer ce qu'on fait dans la loge simplement. Elle ne va pas s'impliquer. Mais si elle vient parce qu'elle comprend que la maçonnerie va l'aider à grandir, à devenir une meilleure personne, mais aussi cette loge, c'est sa maison, elle doit prendre soin de cette maison, donc elle va s'impliquer. Et on va voir les choses différemment. C'est intéressant. Mais là, pour le moment, dans tout ce qu'on a dit, l'importance de la Grande Loge est toujours là, parce que je me rends compte que les loges, pas qu'elles sont pas assez matures, parce que je vais peut-être me faire arracher la tête là, en disant ça, mais l'utilité de la Grande Loge, justement, c'est de réunir toutes ces loges-là ensemble pour travailler ensemble, parce que peut-être tout seuls, ils sont pas capables de travailler. Ben oui, absolument. Même au niveau de la diplomatie maçonnique aussi, la Grande Loge a une grande importance. Parce que ses frères et sœurs ont besoin d'une institution qui peut être une correspondance pour eux, par exemple. Si le frère part en voyage dans une autre loge, à ce moment-là, l'importance même de l'obédience permet à d'autres loges de l'accueillir différemment. Parce que c'est l'obédience qui va avoir des traités d'amitié, tout ça. Donc, la Grande Loge est très importante. Cependant, on doit avoir des frères et sœurs qui sont très impliqués, que ce soit au niveau des différentes loges, mais aussi de la Grande Loge. Parce qu'on ne peut pas tout remettre à la Grande Loge. Par exemple, il y a une chose qu'on ne fait pas. Mais à chaque loge, par exemple, c'est ce qu'on va faire à l'âge d'Alliance. Il y a des loges qui ne se souviennent même pas de la date d'allumage des feux. C'est important pour la loge. L'allumage des feux de la loge. C'est extrêmement important. À ce moment-là, on peut décider, par exemple, de faire une conférence, de faire une autre activité, pour réfléchir, pour regarder d'où vient la loge, parce qu'au fait, elle est en train de grandir. Qu'est-ce qu'on a surmonté comme épreuve, comment est-ce qu'on peut aider cette loge à grandir, à aller de l'avant, avoir une histoire. Il y a des loges, par exemple, qui ont une histoire. Il y a des frères et sœurs qui ont été dans la loge, qui ont écrit des livres sur la loge, en quelque sorte. C'est extrêmement important. Donc, c'est des moments, par exemple, qui sont très, très, très importants dans l'histoire de la loge. En dehors de la Grande Loge, la loge doit avoir des initiatives, doit prendre des initiatives pour ces genres d'événements. Ben, écoute, je veux réitérer quelque chose. Moi, comme toi, je partage cette position qu'à l'heure actuelle, les Grandes Loges sont utiles et essentielles. Sinon, je ne serais pas impliqué comme officier de la Grande Loge. Tu ne serais pas revenu à Montréal? Je n'aurais pas revenu à Montréal du Panama pour notre convent parce que je considère que c'est un événement extrêmement important pour notre Grande Loge et pour l'ensemble de nos loges.
je l'ai réitéré hier soir à l'ensemble des frères et sœurs que je voyais, de venir participer, de venir baigner un peu dans cette énergie pour générer cette action qu'on veut voir. Ouais. Tu vois? Par contre, je veux peut-être retoucher quelque chose que notre frère Kenley a parlé d'eux. Il a parlé que c'est essentiel le Grande Loge pour permettre le voyage. Et on dit que quand t'es... Comment est-ce qu'on sait si t'es franc-maçon? Et mes frères et sœurs, ils me reconnaissent comme tel. Si je m'en vais au Panama et quand je échange avec le monde, j'ai pas besoin de ma grande loge pour dire que je suis franc-maçon. Puis oui, peut-être un beau collier ou une bague ou un t-shirt sous le bandeau. Oui, d'ailleurs, que vous pouvez vous procurer sur le site web de souslebandeau.ca. On a des nouveaux t-shirts, dont celui-ci. Donc, merci Mathieu d'en parler. Donc, J'ai oublié qu'il ne faut pas donner à Franco la chance de faire des segways commerciales. Moi, tout te vendre, moi. Peut-être ça va être le déclencheur d'une conversation. Ouais. Mais ce qui va faire en sorte que la personne te reconnaît, c'est pas qu'il t'appelle la Grande Loge puis qu'il demande. C'est parce qu'il va savoir, il va voir la façon que tu parles, la façon que tu agis, la façon que tu interagis avec le monde. Et là, il va dire, ouais, c'est un vrai maçon, moi je vais le reconnaître, je vais l'accepter chez moi. Donc, en contrepartie à ce que tu dis, est-ce que les Grandes Loges ne facilitent pas justement des personnes qui ne sont pas, comment on pourrait dire, qui ne se font pas reconnaître comme telles par leur père à l'étranger, de rentrer dans des places où ils ne sont pas fait reconnaître naturellement par le bien de des structures administratives externes? Qu'est-ce que tu penses de ça, Kenny? Moi, je dirais que n'oublie pas que le maçon, de même qu'il a des devoirs, il a des droits. Dès qu'il a été maçon un jour, il est maçon. Peut-être qu'il peut ne pas être maçon exemplaire. Ça, c'est un autre sujet, un autre débat. Cependant, si le maçon, il a des droits, donc s'il arrive quelque part, il se présente comme maçon, on ne peut pas dire qu'il n'est pas maçon. On ne peut pas l'empêcher de rentrer dans des espaces. Cependant, la Grande Loge, quand je disais tantôt, c'est que je parlais de la diplomatie maçonnique. Parce que le fait que quand tu arrives, par exemple, dans une place, n'importe qui peut décider demain de dire que je suis franc-maçon. Il arrive dans une place. Mais par exemple, tu viens de quelle loge, tu viens de quelle obédience? Ça aussi permet à des profanes de ne pas juste débarquer dans un temple maçonnique et se présenter comme maçon. Mais aussi, ça permet à nos frères et sœurs d'avoir des échanges à travers la Grande Loge avec d'autres obédiences. Par exemple, on peut décider de faire une tenue commune avec le Grand Orient de France, de voir leur manière de réfléchir par rapport à certains symboles, et nous aussi. C'est très enrichissant, ça apporte beaucoup de choses pour nous. Je parlais de diplomatie. Mais certes qu'il va y avoir toujours des maçons qui vont profiter de ça, qui ne sont pas impliqués. Mais est-ce que la Grande Loge peut donner demain une carte pour dire que cette personne n'est pas impliquée? Comment est-ce qu'on va reconnaître cette personne, s'il est impliqué ou pas? On ne peut pas le savoir. Voilà. Donc, ça revient à cette idée que si les loges sont pleinement en force, si l'ensemble du corps maçonnique était en santé, on peut dire ça comme ça, ben, les Grandes Loges, ce serait beaucoup moins nécessaire parce qu'on n'aurait pas besoin de ces filtres. Oui. Tu vois, on n'aurait pas besoin de ces filtres. Donc, je parle pas contre les Grandes Loges comme ils sont là. Non, mais inquiète pas, ta lettre de radiation s'en vient dans quelques instants. Mais je me dis, ben, on devrait peut-être avoir cette aspiration au niveau de la Grande Loge de ne pas juste renforcer notre structure, mais surtout de trouver comment est-ce qu'on rend plus fort et plus autonome nos loges pour qu'on devienne de moins en moins nécessaire, qu'ils deviennent de plus en plus empowered, là, comme on dit en anglais, et
pour qu'éventuellement, de moins en moins, on soit relevant dans l'histoire de la maçonnerie et que les loges, finalement, si tu viens d'une loge, un coup de téléphone à la loge, si la loge existe et en parlant avec le monde, tu sais que c'est des maçons légitimes, puis on passe aux prochaines choses. Mais le gros problème qu'on a aujourd'hui, j'en ai parlé dans plein d'émissions, c'est que... Je préfère défi. Hein? Non, mais c'est que il y a tu sais, se partir une loge, c'est extrêmement facile. 3 maîtres maçons. Mm-hmm. Demain matin, on décide d'initier des profanes. On se fait 10 membres, on a parti une loge. C'est fait, tu sais. Mm-hmm. C'est extrêmement facile. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de loges sauvages un peu partout à travers le monde. Comment reconnaître toutes ces entités-là? Et c'est là que ça devient difficile. Et c'est pour ça que la grande loge en tant que telle, elle a un coffre d'outils, de règlements, de patentes, de choses qui font en sorte que on légitimise tout ce processus-là. Donc, moi, si disons que à un point où que les grandes loges décideraient de se retirer et qu'on laisserait juste les loges, là, après ça, de reconnaître le vrai du faux, c'est là que ça risque d'être un gros problème, selon moi. Ouais. J'aime bien de jouer au jeu, de regarder à l'accident de char de différents angles. Oui, on va s'amuser. Vas-y. Donc, on dit, dans l'exemple que tu donnes, on dit, c'est simple, ça prend juste 3 maîtres maçons qui se réunissent ensemble, qui font n'importe quoi. Ouais. OK? On pourrait se poser la question, comment ça se fait qu'on a des maîtres maçons qui ont le désir de faire n'importe quoi? Comment ça se fait puis qu'il y en a en suffisante quantité que ça met en péril, en fait, la crédibilité de l'ordre? Oui. Je pourrais regarder cet accident de char d'une autre façon et de dire, OK, on a des personnes qui passent à travers du processus maçonnique, peut-être trop rapidement. Mm-hmm. Peut-être ils ne reçoivent pas suffisamment d'accompagnement. Ouais. Peut-être on donne trop facilement les degrés. Oui. Et tout ça t'as toute raison. Fait en sorte qu'on a des accidents de char. Et donc, on met des protections. On peut dire ça comme ça, parce que souvent, on peut voir la Grande Loge comme une protection pour assurer la régularité des loges, pour assurer la régularité financière des loges, pour assurer qu'ils sont bien reconnus à l'international et tout ça. Bon. Mais je vais aller encore plus loin. Là, on s'amuse. Moi, oui, absolument. Il est 8h31 présentement. Nous sommes le 2 février 2024. On questionne l'utilité d'une grande loge. Moi, maintenant, je vais questionner l'utilité d'une loge. Mm-hmm. Pourquoi pas que le maçon, on lui donne tous les outils. Je reviens à la question du départ quand je parlais avec le concept, quand je me suis assis avec Franck Foucré. Mm-hmm. Pourquoi qu'on donne directement pas ça tout au maçon? Tant qu'à y être. Là, on y va. Là. On va à fond la caisse. Pour moi, l'utilité de la loge n'est peut-être pas nécessairement requis aussi. Puis que si on donne tous les outils au maçon pour que lui se développe, qu'il devienne... qu'il fasse ce travail par lui-même, puis qu'il s'accomplit, je disais, tant qu'à être, on pourrait même enlever l'utilité de la loge là-dedans. Ouais, qu'est-ce que tu veux donner au profane qui va lui en faire un maçon? Ben, là, ça serait peut-être de transformer cette maçonnerie-là, en fait. Non, mais tu parles de donner quelque chose au profane pour qu'il devienne maçon parfait. Oui. Okay. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Ça revient à tous les enseignements qu'on a, de refaire ça comme en format informatique, comme en open source. Oh, ouais. Puis là, à fur et à mesure, on offre, il peut avoir une communauté qui est là, qui va
faire un chemin, mais après ça, la personne elle est libre de choisir ce qu'elle veut. Tu sais, si elle veut expérimenter telle chose ou telle autre chose, ben, elle peut le faire à sa propre vitesse. Quelle est l'utilité de la maçonnerie, en fait, de la loge et de la grande loge là-dedans? Ouais, ben, pour moi, l'utilité de la maçonnerie n'est pas des enseignements. C'est un climat, c'est un écosystème. OK. C'est un écosystème où on rencontre des personnes de bonne mœurs, qui ont la bienveillance de vouloir créer un environnement où on peut se questionner, on peut se développer. On ne vient pas en maçonnerie pour avoir des réponses. Si on vient en maçonnerie pour avoir des réponses, on va être triste. Là. Mm-hmm. C'est très rare. Puis d'ailleurs, dans nos constitutions, dans les premiers articles, on dit très clairement qu'on est une institution essentiellement philosophique et adogmatique. Donc, si on veut donner quelque chose, puis on veut dire, bon, ben, c'est ça le chemin, hein, c'est ça la maçonnerie, ben, ça va devenir une dogme. Ça va être carrément à l'encontre de ce qui est notre processus. Ouais. Donc, l'importance de la loge, pour moi, c'est que ce qu'on retrouve, c'est que dans le monde profane, c'est très rare qu'on va avoir des écosystèmes sécuritaires sûrs où on peut venir travailler sur nous-mêmes et où on va être encadré de d'autres personnes avec cette même volonté. Mm-hmm. Et la formule est intéressante parce qu'on se rejoint autour de la formule. Ouais. Mm-hmm. Mais c'est pas ça la valeur de la maçonnerie. Ouais. La maçonnerie offre des allégories pour nous aider à réfléchir, à penser, à travailler des vertus. Ouais. Nous sommes des graines, mais c'est nos frères et sœurs qui les arrosent, qui s'assurent que la lumière tombe dessus pour qu'on pousse puis qui rend fertile la terre. Mais en étant dans une grande loge, ça permet juste de pouvoir partager encore plus avec tous les autres frères et sœurs, justement. Parce que si tu fais juste un écosystème dans une seule loge, bon, c'est quand même limité, tandis qu'un rassemblement d'une grande loge, ça veut dire que c'est plusieurs loges qui sont ensemble. Donc, tu peux faire fleurir ça comme un jardin, puis c'est que chacun est une fleur et justement, on peut se développer tous ensemble pour aller plus loin, non? Ouais, étant donné que tu es parti sur le... On part à gauche puis à droite. Non, mais étant donné que tu es parti sur l'image d'un jardin, t'as pas besoin d'un fermier pour qu'une plante se reproduise. Ouais. T'as pas besoin d'un berger pour que deux moutons traversent la montagne puis forment un autre troupeau. Mais c'est pour ça que l'être humain va, comme j'ai dit, va s'inter-reconnaître, va visiter, va trouver d'autres maçons dans la ville. S'il y avait une loge à Montréal puis il y a 0 grande loge, inquiète-toi pas, les maçons vont se reconnaître entre eux. Et le jour qu'ils se reconnaissent, ils vont dire hey, mon frère, sais-tu que nous autres, on a une loge le deuxième mardi de tous les mois à telle bâtisse? Et le gars, il va dire non. Ben, il va dire mon frère vient nous visiter. Ouais. Mais et là, ça va être organique, ça va être naturel. C'est pour ça que je revenais au concept au départ de dire, mais tant qu'à être, pourquoi on fait juste pas tout le processus par nous-mêmes? T'sais? C'est quoi l'utilité d'avoir juste une loge, mais pas de grande loge? Quand le maçon pourrait quand même tout faire ça par lui-même, puis de temps en temps rencontrer d'autres maçons pour faire des activités ensemble. Je pense que j'ai bien défendu cette idée. Tu vois, c'est une opportunité qu'on se donne à tous les mois de se réunir ensemble, puis de consacrer du temps à notre développement. Et il y a beaucoup de personnes qui consacrent du temps chez eux à méditer. Et c'est bien. C'est bien. Ça développe certaines choses, mais je pense que ce n'est pas un package complètement équilibré. Et oui, ça peut arriver, comme le Bouddha, d'être assis en dessous d'un arbre et devenir illuminé. Mais c'est pas tout le monde qui va réussir. Donc, ce qu'on pourrait se poser comme question, et ce que je pense que si on est dans la maçonnerie, qu'on croit, c'est que en ayant en loge, en dévouant du temps avec d'autres personnes qui ont les mêmes aspirations ou qui partagent les mêmes valeurs,
ben, que ça risque d'être un facteur accélérateur. Mhm. Hein? Mais ce facteur accélérateur, la question devient, est-ce que ça se limite aux loges ou est-ce que ça, par la suite, ça continue à se manifester à travers de décors organisateurs, à travers des grandes loges, à travers du CLIPSAS, à travers d'autres organisations internationales. Ouais. C'est cette question-là qui résonne dans ma tête actuellement. Tu vois. Moi, ce que je voulais dire à Mathieu tantôt, quand il a parlé de la graine, certes que la graine n'a pas besoin de jardinier, cependant, elle a besoin d'être tombée dans la bonne terre. Comme les brebis, ils ont besoin d'être protégés par quelqu'un contre les loups. Et c'est là, en tant que maçon, quand on est rentré en maçonnerie, on a besoin d'être bien entouré. Parce qu'on ne peut pas seulement recevoir les documents et le font seulement. On a besoin d'être bien entouré. Parce qu'à un certain moment de la durée, même nous, certaines fois, on va avoir tendance à faire à gauche, à droite, mais on a besoin de nos frères et sœurs comme Phil Laplante pour nous ramener. Absolument. Sur Je suis 100% d'accord. chemin. Donc, certes, moi, je vois aussi la Grande Loge aussi comme ce fil à plomb qui peut aider les loges, comme les frères et sœurs aussi. Parce que n'oublie pas, tantôt on a abordé un point qui est extrêmement important, il y a 2-3 frères qui sont réunis. N'oublie pas que la maçonnerie ne se résume pas à nous. Et ce problème, on le confronte à travers le monde en ce moment. 2-3 frères et sœurs qui se réunissent et puis qui ont décidé de faire une loge sauvage dans certaines communautés. Ces frères et sœurs initient des personnes et ces personnes reçoivent les degrés très rapidement, mais ces personnes-là ne comprennent pas vraiment c'est quoi la maçonnerie. Et cette semaine, j'ai lisé un livre, le vrai visage de la franc-maçonnerie. Tu lisais pas le livre de Lucifer et la franc-maçonnerie par Franco? que je viens de le recevoir. C'est correct. Donc, et ce frère parlait de la maçonnerie comme à la fois art et science. Et le travail, même quand on est rentré en franc-maçonnerie, notre travail comme apprenti pour arriver à cette réalisation de soi, à cette illumination, on doit plonger au plus profond de nous-mêmes pour aller découvrir qui on est véritablement et rectifier ce qui doit être rectifié. Et ce travail ne se fait pas seul, il se fait avec nos frères et sœurs. Car le chemin maçonnique, le travail maçonnique, c'est un travail de toute une vie. On ne peut pas le faire seul. On a besoin du support de nos frères et sœurs. Et ça, c'est extrêmement important parce que sinon, on va faire à gauche, on va faire à droite. Et pourtant, le chemin, c'est pas toujours facile. C'est un chemin assez difficile. On va se décourager. Si c'était seulement d'avoir des vidéos, on regarde les vidéos et puis on avance, non. Parce que ça demande d'être présent en loge, il y a ce côté, le miroir aussi initiatique. Tu vas retrouver d'autres frères et sœurs qui vont t'aider à travailler, qui vont te challenger dans ce point-là. Donc moi, je pense que c'est extrêmement important, la grande loge, mais aussi la loge. Et de rester dans la loge pour avoir cette instruction, pour qu'on puisse continuer à développer, à aller de l'avant. Parce que autant que la grande loge est importante, ben c'est autant que pour moi la loge est extrêmement importante. Parce que la loge, elle nous donne les bases, mais la grande loge aussi, elle définit certainement des règles à respecter à travers sa constitution. On ne peut pas faire n'importe quoi. Tu comprends? Le vénérable ne peut pas décider, par exemple, d'initier 20 personnes demain. Il y a des règles à respecter, de même si la loge n'a pas parfois des règlements internes, mais ça nous permet d'avoir une maçonnerie avec beaucoup plus de frères et sœurs qui ont une même vision de la maçonnerie, qui partagent une même vision de la maçonnerie. Mais je trouve ça intéressant que tu parles des règlements internes, parce que c'est quelque chose que je pense que les loges ont perdu à travers du temps. Ouais. Cette compréhension que, en fait, l'utilisation de la règle
On en revient encore au même concept de tantôt. Hein? Tu m'as parlé cette semaine de la règle de Saint-Benoît. Oui. Un livre fantastique qui m'a littéralement pris. Non, mais là, on embarque un peu dans les blagues. Mais tu sais, Kenley, que quand on a parlé de la règle de Saint-Benoît, j'ai littéralement pris mon téléphone, je dis regarde qui a emprunté mon livre, et on a Kenley avec le beau livre de la règle de Saint-Benoît. Non, là, je suis en train de le lire. C'est vraiment un livre extraordinaire. Mais oui. Ouais. Et ce gars-là, il a travaillé avec les moines pour établir des règles pour gouverner leur société. Ouais. Et à l'intérieur de nos loges, c'est un outil que je trouve hyper mal exploité. Et ça me revient à ma question initiale. Pourquoi est-ce que ces situations-là existent? Pourquoi est-ce que les loges ne ressentent plus la nécessité de s'autoréglementer? Et un des pistes de réflexion qui était ma thèse de départ, était parce qu'on a des constitutions de grandes loges qui nous protègent en grande partie des problèmes majeurs qu'un loge peut avoir. Et donc, on a moins besoin de prendre plein force dans le corps qui est la loge maçonnique à cause de ça. Peut-être. Il y a peut-être quelque chose qui est relié avec ça. Mais je pense qu'au départ, si... Parce que là, j'ai compris que vous n'étiez pas d'accord qu'un maçon fasse son processus par lui-même tout seul, qu'on n'avait pas de structure. Moi, je vous ai proposé ça rapidement. Vous m'avez rejeté ça par le dos de la main. J'ai reçu des pommes, il n'y a pas de problème. Bon, OK, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Donc, cette loge-là, effectivement, la loge, elle, qui va un peu lancer son pouvoir à la grande loge pour qu'elle chapeaute un peu ça, ça revient aussi à une réalité de la société qu'on vit présentement. Je veux dire, le Canada, c'est littéralement ça aussi. Oui, on a nos propres règlements et nos choses, mais on va déléguer plein de choses au pays, au Canada, au fédéral, pour qu'eux vont s'occuper de certaines situations, puis que nous autres, on dit non, on n'est pas responsable de ça et c'est correct, là, tu sais. Mais il faut revenir aussi à un autre... Puis là, tu me refais penser à plein de choses, puis je trouve ça super intéressant. Le rite écossais ancien accepté, qui est le plus beau rite, selon moi. Bon. Il y a un aspect important. Dans les premiers degrés, on dit que les 3 premiers degrés, c'est les degrés... Une fois qu'on a fait les 3 premiers degrés, on a tout en tant que tel, tout est expliqué dans les 3 premiers degrés. Mais en réalité, on ne comprend pas tout parce que c'est tellement encrypté que, à fur et à mesure qu'on fait les marches, là, on réalise des choses. Je l'ai déjà dit assez souvent, mais à partir du 30e degré, on dit que le maçon, en tant que tel, est parfait. Il n'a plus besoin de tablier parce qu'il a tout intégré. Et là, il va aller combattre l'oppression dans la société. Je dis pas le texte exactement, mais c'est pas mal ça. Le 33e degré, on devient souverain grand inspecteur général. Le mot le plus important pour moi, c'est souverain. C'est-à-dire qu'on a acquis assez de connaissances, qu'on connaît nos qualités et nos défauts, qu'on est assez apte pour prendre des décisions, pour dire non, regarde, je suis souverain, voici qu'est-ce qui se passe. Puis j'ai l'impression que ces loges-là, lancez-moi les tomates si vous voulez, dans 3, 2, 1, mais j'ai l'impression que c'est justement, vu que nos frères et sœurs sont toujours en apprentissage, ils n'ont pas cet aspect de souveraineté-là pour pouvoir avancer plus loin. Et c'est pas le fait qu'on veut leur restreindre de l'information ou un pouvoir ou quoi que ce soit. C'est qu'eux n'ont pas cette souveraineté-là pour être capables d'aller plus loin et dire non, la loge, boum, c'est ça qu'on veut. Absolument. Et ce qu'il faut dire, c'est que donc ce qu'il faut qu'on tend vers, c'est cette maturité des loges dans lequel on les amène pas juste à la maîtrise, où on peut accompagner des jeunes apprentis qui rentrent, des compagnons, pour les amener à un certain niveau où on utilise le terme maître.
Mais de aussi avoir suffisamment de maîtres qui fait de la loge quelque chose de souverain. Un corps autonome, en pleine force, et qui roule par lui-même. Et je pense les grandes loges aident à maintenir l'ordre, mais à mon avis ne contribuent pas nécessairement à l'heure actuelle à développer de la souveraineté. Je sais pas. Je pense qu'elle aide à la souveraineté de l'être en tant que tel, du maçon en tant que tel, mais de la loge, ben, elle fait partie du corps, donc elle continue avec. Mais il y a un point qui est extrêmement important aussi. N'oublie pas, par exemple, dans le contexte actuel, c'est par exemple la maçonnerie au Québec. On n'est pas nombreux. Mm-hmm. Assez souvent, les loges n'ont pas beaucoup de membres. Donc, dans une loge, il y a avoir, par exemple, 7 mètres, 8 mètres et 9 mètres. Ça aussi, c'est un cas. Et il n'y a pas assez de maîtres pour faire ce travail. Il n'y a pas assez de maîtres pour accompagner la loge, mais même aussi pour accompagner les apprentis et les compagnons. Ouais. Donc, assez souvent, on va permettre à ses frères et sœurs compagnons de passer, par exemple, un an de juste passer, un autre délégué pour accompagner la loge. Donc, il faut voir ça aussi dans le contexte. Ouais. On est trop pressé. Ça, Ouais. c'est Ouais. sûr et certain. Ouais. Ah oui. Ouais. Tu highlights d'autres comportements qu'on retrouve en maçonnerie, qui sont des réalités actuelles et qui sont, comme toute autre chose, des reflets des causes, des effets de des causes. On va dire ça comme ça. Et on peut poser tout plein d'hypothèses sur les causes. Mais j'ai l'impression, si je continue à amener les causes que je vois, que ça va être un peu comme le gars qui continue à fesser sur le clou, tu vois. Et donc tu vois, je pourrais dire par exemple, moi je suis très heureux d'être un membre d'une nouvelle loge qui pratique le rite de Memphis et Mizraim. Ouais. Je trouve que c'est merveilleux. J'ai assisté à notre tenue hier soir. C'était un beau plaisir. Mais sans la béquille qui est la Grande Loge, ça n'existerait pas, cette loge-là. Et je ne sais pas si cela, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je m'interroge là-dessus. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on rend ça tellement facile de créer une loge que ça devient un peu... ça peut être fait à des moments inopportuns ou inopportunes, on va dire ça comme ça. When it's too easy, quand c'est trop facile, des fois, c'est que c'est comme si le filtre n'est pas là, le filtre naturel qui fait en sorte que la vie n'est pas facile. Entrer en maçonnerie ne devrait pas être facile, créer une loge ne devrait pas être facile. Quand ça devient McDonald's, quand on vit tellement dans une société de consommation actuellement où on pense qu'on devrait être capable d'accéder à tout rapidement, que tout devrait être à notre disposition, on sait pertinemment que quand ça arrive, ça a un impact négatif sur la qualité. Ouais. Tu ne peux pas avoir la facilité et la qualité à la même temps. C'est ma perception. Il y a quelque chose qui descend présentement, ça arrive une fois de temps en temps. La Grande Loge, je verrais ça un peu comme le parent, puis les loges comme les enfants. Il n'y a pas longtemps, on a parlé d'un projet pour le Liban. 3 loges qui voudraient peut-être éventuellement s'affilier à une grande loge. On regarde avec eux. Ils ne sont pas encore matures de pouvoir faire ça, mais éventuellement, dans 3, 4, peut-être 5 ans, 6 ans, ils veulent former leur propre corps. Puis là, de devenir enfant à parents
pour éventuellement accepter d'autres enfants, d'autres loges, à se développer pour peut-être éventuellement vouloir grandir puis aller faire d'autres grandes loges et tout ça. Tranquillement, tu sais, je sais pas, ça me fait penser un peu à cet aspect-là, tu sais, comme le grand frère, peut-être, j'essaie d'utiliser le mot grand là-dedans, tu sais, mais tu sais, des accompagnateurs pour faire grandir tous ces gens-là, tu sais. Autant que les gens de la loge vont faire grandir les frères et sœurs dans la loge, comme individus, la grande loge va permettre justement à ces officiers-là, ces membres-là, de grandir et de peut-être faire beaucoup plus que ça. Autant que la grande loge, la loge, elle va te permettre de travailler peut-être localement, mais que la grande loge va te permettre de travailler dans le monde au complet, parce qu'elle va avoir des relations avec plein d'autres choses. Tu vas me dire que peut-être la loge pourrait faire la même chose aussi, mais peut-être aussi que la grande loge, avec le nombre de membres qu'elle a avec elle, elle va pouvoir avoir une plus grande portée qu'une petite loge. Je sais pas. C'est des choses qui me font penser comme ça présentement de l'utilité peut-être de la grande loge comme justement un parent, puis qu'en dessous, tu as des enfants qui grandissent, puis qu'éventuellement, le meilleur exemple, Saint-Jean-Baptiste, qui est la loge mère de la grande loge Annie, finalement, Saint-Jean-Baptiste a fondé la loge de Memphis Misraïm, Matt, parce qu'elle a été assez mature pour créer quelque chose d'autre. Donc là, Matt, c'est un nouvel enfant de la grande loge, et là, elle va apprendre jusqu'à un jour, elle va développer pour faire d'autres choses après. T'sais. Ouais, un enfant de la grande loge ou un enfant de la loge Saint-Jean-Baptiste, ça peut être vu de différentes façons. Ouais. Là où ça m'inquiète, les grandes loges, c'est que dans ton exemple, quand ça a été su qu'une des motivations primaires était de devenir une grande loge, attendez, peut-être on a un problème. Et je me questionnerai aussi sur, quand je parlais aux personnes du Liban, eux autres, ils ont une loge en pleine santé, fort, autonome, qui travaille dans la société, qui est en pleine santé. Puis on pourrait se questionner pourquoi ils ressentent le besoin d'aller au Canada, essayer de chercher une légitimité, quand de toute apparence, ils sont déjà un corps légitime qui pourrait continuer à œuvrer dans leur pays, qui n'ont aucune raison de questionner leur souveraineté, mais on a tellement développé cette idée globale, mondiale, que la légitimité est associée fondamentalement à une reconnaissance par une grande loge et plus loin que ça, par une grande loge qui a des reconnaissances internationales bien développées, etc., que ça peut devenir un roadblock, un empêchement pour des bonnes loges en santé comme ça au Liban, là, qui cherchent à développer leur maçonnerie, mais qui frappent des obstacles et pensent que la seule façon qu'ils vont réussir à avoir des échanges avec les autres grosses obédiences, c'est à travers une affiliation avec une obédience reconnue comme la Grande Loge Annie. Mais là, tu viens de dire un point important. Ce qu'ils veulent une reconnaissance par d'autres grandes obédiences. Fait que c'est pour ça qu'eux vont contacter une autre grande obédience pour être capable d'accéder à cette partie-là. Mais ils pourraient aussi très bien, si on va dans l'autre voie, leur loge va extrêmement bien. Cette loge-là pourrait créer une nouvelle loge, que cette nouvelle loge-là, disons après X nombre d'années, crée un autre loge, ça devient 3 loges. Ce corps-là décide de créer une grande loge pour les représenter, puis de contacter toutes ces autres loges-là pour être reconnues mondialement. Mais la loge, à la place, elle a décidé de vouloir demander à un corps qui est déjà établi de se joindre pour cette fraternité-là. Mais en réalité, elle, comme tu dis, elle est souveraine. Donc, elle pourrait techniquement créer, éventuellement avec le temps, 3 autres loges pour être capable de faire ça. Ou une loge pourrait dire, honnêtement, j'ai déjà vu ça. T'sais. Peut-être que c'est peut-être pas dans les us et coutumes vraiment très commun, mais
par exemple, je vais les nommer parce que c'est des frères qui sont très publics sur Internet, mais la loge Rudelard Kipling, qui est une loge indépendante en France, qui pratique le rite humiliation, qu'ils ont, je crois qu'il y a à peu près une centaine de membres dans leur loge. Une loge, une centaine de membres. Ouais. Ils sont pleinement indépendants. Puis, ils ont des affinités avec tout plein de grandes loges. Puis, ils sont heureux d'être tout seuls, indépendants et tout ça, tu sais. Mais j'ai l'impression que dans les cas de nos frères, non, ils n'ont pas voulu aller vers la voie immédiatement de... Tu sais, vraiment de créer 3 loges puis de créer une grande loge après. Ils ont décidé de vouloir se joindre à une grande loge pour avoir accès, développer, d'avoir la connaissance des frères et sœurs pour permettre de grandir et parce qu'éventuellement, ils veulent créer une grande loge, mais ils ont quand même pris la voie de se connecter à une grande loge pour éventuellement recréer ça de leur côté. Donc, de prendre cette expérience-là, de prendre ces maillons de cette chaîne-là pour être capable de créer une nouvelle chaîne dans le futur. Mm-hmm. Tu as commencé à dire quelque chose et tu as hésité. Tu as dit pour accéder à... Et après ça, tu as continué. Ah, ça se peut. Et si je me souviens bien, dans le début de cette histoire-là, c'était justement une question d'accéder à. Ouais. Tu comprends? Et... Mais n'oublie pas, Mathieu, il y a la réalité du terrain. La réalité. Ouais. N'oublie pas que chaque pays pays a une réalité avec la maçonnerie. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, si ces frères et sœurs souhaitent entrer en contact, lier, avoir des traités avec d'autres obédiences, c'est pour accéder à une partie de la maçonnerie qui n'est pas accessible pour eux en ce moment. Parce que si, par exemple, la loge que Franco vient de prendre comme exemple, c'est parce que c'est en France. Mais la réalité, par exemple, au Liban, ça peut être différent. Mm-hmm. Les autres obédiences peuvent décider, si tu n'es pas une obédience, si tu es une loge sauvage, on n'a pas de traité avec toi, on n'a pas d'affinité avec toi. Et ça, j'ai déjà vu. Hein. Oui, absolument. C'est une loge sauvage, on décide, on ne traite pas avec une loge sauvage. Soit la loge va retrouver. C'est-à-dire qu'il y a la réalité du terrain qu'on doit prendre en compte aussi, parce que si les obédiences, par exemple, qui sont au Liban, ne veulent pas avoir d'affinité avec, de traiter avec eux, parce que c'est une loge sauvage, donc eux, ils vont chercher cette reconnaissance ailleurs afin d'accéder. Ben, je te remercie de soulever un point que je pense va très bien à l'appui d'un des défis qu'on a avec les Grandes Loges. Un des défis qu'on a avec des Grandes Loges, c'est que ils excluent certaines personnes. Ils imposent de l'exclusion sur leur loge de certaines personnes qui ne reconnaissent pas. C'est un défi qui est vrai, qui est réel, et qui fait en sorte que des loges légitimes travaillent, qu'on reconnaît comme telles, parce que si on étudiait leur dossier, c'est parce qu'on les reconnaissait comme tels, puis on trouvait qu'ils travaillaient sérieusement. Et je trouve ça extrêmement malheureux que des maçons qui font le travail, qui sont réguliers dans le travail, qui sont rigoureux dans le rituel, se fait exclure par d'autres frères et sœurs à cause qu'il y a des structures maçonniques qu'on appelle des grandes loges, qui ont établi des règlements qui font en sorte que c'est très difficile pour leurs frères et sœurs d'échanger avec eux. Ça, c'est un point... par exemple, ça, c'est un point vraiment intéressant. Parce que, bon, là, on a un traité d'amitié avec le Grand Orient de France. Fait que ça va super bien. Mais j'ai déjà entendu des histoires que, justement, il y avait certaines loges, dont ceux du Grand Orient de France. Et quand je donne l'exemple du Grand Orient de France, c'est que c'est reconnu quand même que le Grand Orient de France va accepter seulement des gens qui vont venir visiter des loges qui ont un traité d'amitié avec eux. Pourtant, les frères et sœurs, et là, je ne donnerai pas l'exemple du Grand Orient de France, mais disons 2 loges qui font partie de 2 obédiences, mais qui n'ont pas d'affinité, mais que les frères et sœurs en tant que tels ont des affinités ensemble. Souvent, puis ça m'est déjà arrivé, là, je me suis présenté dans une loge, on ne reconnaissait pas
le Grande Loge Génie du Canada, on m'a dit, viens quand même. Mhm. Parce qu'on reconnaissait le frère ou la sœur en question, puis on le permet en loge. Ouais. Même une fois aussi... Au péril que le Grand Orient le sache. Ouais, ben, ou le droit humain, ou peu Ouais, importe, l'obédience en question. Non, que l'obédience le sache. Donc, Ouais, en c'est fait, ça crée une espèce de pression Ouais. d'être clandestin dans nos gestes. Puis je vais aller encore plus loin que ça. Ah, vas-y. Les réguliers, certaines grandes loges au Québec, Mhm. sans dire le nom complet, mais une certaine grande loge régulière au Québec, qui vient visiter des loges libérales, mais justement, ils ne peuvent pas signer parce que, justement, dans le livre de registre, parce que il y a une non-reconnaissance qui est là. Mais pourtant, les frères se reconnaissent Ah, comme bien tels, en tant que tels. Puis ils veulent quand même... Puis littéralement, la loge dit, moi, je m'en contrefous. Mhm. Je vais accueillir quand même le frère ou la sœur en loge parce que moi, je le reconnais comme tel. Et le maçon aussi. Et c'est ça. C'est le maçon qui arrive. Ouais. Il y a une loge, mettons, dans ton exemple, une loge régulière qui s'en va dans une loge. J'aime pas ça d'utiliser le terme une loge régulière quand on parle de. Je préfère d'utiliser le terme une loge affiliée aux Grandes Loges Unies de l'Angleterre. Ouais. Parce que je considère la Grande Loge Unie autant qu'eux comme des loges régulières. Ben oui, c'est sûr. Tu vois, c'est. Ouais. Mais pour revenir au point, le maçon va toujours reconnaître le véritable maçon. C'est un de mes prémices de base. Ouais. T'sais, peu importe s'il y a une structure, s'il y a une grande loge qui est là en arrière ou tout ça, quand les maçons sont dans leur pleine puissance, quand ils sont en contact avec leur vérité interne et qu'ils reconnaissent quelqu'un d'autre, il va voir la lumière qui émet. Ouais. On peut dire ça comme ça. Et va l'accepter avec bras ouverts. Et c'est ce que je souhaite finalement qu'il se passe entre toutes les loges, sans interférence éventuelle, on pourrait dire, par des structures. Ouais. Moi, ce que je suis en train de réfléchir, est-ce que peut-être dans 5 à 10 ans, cette barrière ne va pas être brisée? Hi. Je trouve relativement optimiste. Ouais, c'est ça. Mais je le souhaite amplement. Moi, je dirais rajoute au moins 10 à 15 ans. Là. Mais, ouais. Parce que moi, je pense qu'il va y avoir un moment, il va y arriver un moment où des frères et sœurs vont être conscients de la situation, on va dire cette question de maçonnerie régulière et irrégulière, c'est le temps de finir de vivre notre maçonnerie. Moi, je crois que ça va arriver un moment. Ouais. Dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, mais ça va arriver quand même. Ben, moi, je trouverais ça merveilleux. Et je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment, je vais juste souligner un petit quelque chose. C'est comme la première fois que je fais une émission ici sur le bandeau où on est aussi, comme à la bonne franquette, trois maçons qui s'échangent, qui se mettent au défi, puis je pense profondément, dans le fin fond de nous tous, on est 100% d'accord sur à peu près l'ensemble. Ouais. Et j'adore ce jeu qu'on joue, puis je suis tellement heureux d'être ici avec vous. Après que ça fait 5-6 mois que j'ai pas pu faire ça. C'est inacceptable. C'est un réel plaisir. Ouais. Et donc, je veux juste prendre 2 secondes pour interrompre notre bon débat, pour vous Santé. saluer, pour dire santé et quel bonheur. Et pendant qu'on est en train de trinquer, si cette émission vous intéresse, assurez-vous de faire le petit thumbs up en haut, ça nous aide toujours. Donc, et ça, c'est pour répondre à Mathieu, qui je prends toujours une opportunité de faire une publicité. Mais c'est pour moi. Moi, philosopher sur tout cet aspect maçonnique, tu sais, de vraiment voir, de comprendre l'importance de l'enseignement maçonnique, de la loge, de la grande loge, de réunir ça, ces trois ensemble, puis de dire, ben, as-tu vraiment besoin de la grande loge? Mais moi, comme je te dis, j'irais plus loin que ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la loge? Et là, on a identifié oui, parce qu'on a besoin de se réunir. Parfait. Je vais aller directement où tu t'en vas. C'est le moment de revirer le médaille, puis dire, qu'est-ce que la grande loge amène? Oui. C'est pourquoi qu'on en a besoin de ce corps-là. Mathieu, pourquoi qu'on a besoin de ce corps-là? Écoute,
La première raison que je pense qu'on a besoin de ce corps-là, c'est que les rites et les rituels ont une énorme valeur pour les loges. Ouais. Et c'est l'histoire sur laquelle on se reconnaît. Ouais. Une des choses, je vais faire un parallèle avec le monde du bateau. Quand je m'en viens à un ancrage, gars qui fait de la voile, et qui vit sur mon bateau surtout, parce qu'il y a des distinctions dans le monde maritime, voilà. Mais d'autres cruisers, comme on les appelle, vont me reconnaître tout de suite, parce que je fais de la voile, je vis sur mon bateau, je tripe, je fais ça. On a quelque chose en commun. On a quelque chose qu'on partage. Pour nous, une chose qu'on partage, c'est notre initiation, notre rituel, les histoires qui font de notre réalité maçonnique ce qu'elle est. Ouais. Et pour moi, une des choses que la Grande Loge s'assure, c'est que ces rituels-là ne se font pas modifier, ajuster, adapter d'une façon à que ils ne soient plus reconnaissables à d'autres maçons. Parce que c'est pas fait dans le passé, on va dire ça comme ça. Donc, ça, comme entrée de jeu, raison numéro 1, pourquoi garder une grande loge? Pour établir une certaine rigidité et lignage de la tradition des rituels et de préserver notre histoire. C'est magnifique. Mais là, il y a juste une, c'est juste ça que tu... Non, mais je lance le jeu. Ah, OK. Non, mais... Non, mais moi, ce que je voulais dire, et aussi ajouter à ce que Mathieu a dit, oui, la Grande Loge, on a besoin de ça pour garder même l'essence de l'initiation, de garder ensemble l'héritage initiatique de la maçonnerie. On a besoin aussi de la Grande Loge, et comme je le disais tantôt, il y a le monde idéal, ce qu'on aimerait, mais il n'y a pas ça. Donc, on a besoin de la Grande Loge aussi, comme je l'avais dit tantôt, pour la diplomatie maçonnique aussi. Ouais. Parce qu'on est dans le monde global, comme tu l'as dit tantôt. Maintenant, la Grande Loge, nous avons besoin de son chapeau pour aller plus loin. Comme frères et sœurs. Quand on arrive à l'extérieur du pays, on te demande d'où viens-tu. Donc, de quelle Grande Loge tu viens. On a besoin de ça comme chapeau à l'extérieur. Moi, ça arrive plus maintenant. Moi, j'arrive, puis tout est beau. Ouais, on va dire, Franco, c'est le gomètre de la Grande Loge Annie. Donc, ça arrive. On a besoin de la Grande Loge pour cadrer, pour porter la vision des frères et sœurs qui sont membres de l'obédience. Sinon, on peut se réveiller demain et puis chaque loge décide de faire n'importe quoi. Mais en fait, ça peut aller encore plus loin. C'est que si on redescend là, c'est que ça veut dire que chaque loge, autant qu'elle peut faire n'importe quoi, elle pourrait créer son propre rite, elle pourrait tout modifier. Ouais. Mais, je me joue à pète puis répète, mais le rite écossais ancien accepté, c'est quand même le rite qui a permis quand même d'être le plus modifié. De région en région, les grandes loges, pas les loges, mais les grandes loges ont mis leur propre essence, autant que nos frères et sœurs haïtiens ont mis leur aspect culturel là-dedans. Les Québécois ont fait la même chose aussi, les Français ont fait la même chose aussi. Fait que ça leur a permis de donner cette saveur-là, mais ça a quand même gardé son intégrité, je te dirais peut-être à 90%, de tous les rituels puis comment ça se déroule. Donc, mais ça l'a permis ça. Il y a d'autres rites, par exemple, comme le rite écossais rectifié, que c'est by the book, c'est depuis 1775 et on fait la même chose puis c'est tout, là, tu sais. Mais effectivement, la Grande Loge va permettre ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que c'est quand même assez important. Je trouve ça cool quand on fait l'émission, parce que là, on a quand même fait quasiment 2 heures pour notre émission. Mais je trouve ça intéressant que, tu sais, justement, l'importance de cette Grande Loge-là, pour moi, l'importance d'avoir une Grande Loge, c'est justement de
c'est la connexion avec le monde, tu sais. Une loge toute seule, oui, elle pourrait... Comme je répète encore, nos frères de Rudyard Kipling, c'est un exemple pour moi. Ils sont exemplaires. Ils communiquent avec nous autres. À toutes les semaines, ils me disent, Franco, quand est-ce qu'on fait notre prochaine rencontre de pétanque maçonnique? Bon, peut-être au mois de mai, cette année, là, je vais venir peut-être battre tous les frères et sœurs, je vous dis ça comme ça. Mais tu sais, on blague, mais ça nous permet d'avoir une certaine fraternité. Mais la Grande Loge elle-même permet de recontacter plein d'autres grandes loges, dont le Clipsas, qui regroupe 91 obédiences. Bientôt, on va rapprocher le 100 obédiences. Mais 91 obédiences, c'est combien de membres? C'est 47 585 membres, parce que j'ai la liste de tous les membres du Clipsas. Mais c'est bien ça, tu sais. 47 000 membres, moi, comme là, j'aurais peut-être pas réussi à joindre tous ces frères et sœurs-là, tu sais. Donc, la Grande Loge me permet de faire ça. La Grande Loge me permet de faire des projets. Je me rappelle, Mathieu, on est parti l'année passée. C'est l'année passée. On est allé en Bulgarie. Ouais. On est allé ouvrir une loge là-bas. On est allé participer. On est allé aider des frères là-bas parce qu'ils avaient besoin d'aide. C'est grâce à la Grande Loge, parce que j'ai rencontré le frère en question qui m'a permis de dire à mon frère Mathieu, ben viens-t'en, on va aller passer un week-end là-bas, on va ouvrir une loge, tu sais. Aller en Italie, la même chose. Pour moi, c'est cette beauté-là, c'est cette fraternité-là. À chaque fois que je vais dans un pays, je devrais pas faire ça parce que ma femme est jamais contente, mais quand j'ose annoncer que je suis dans une région, tout le monde venait me voir parce qu'ils veulent me rencontrer. C'est comme si c'était des amis que ça faisait des années que j'avais pas vus, tu sais. Pour moi, c'est ça, cette fraternité, c'est ça, cette beauté-là, de participer dans des projets humanitaires, d'aller voir des frères et sœurs, d'aller fraterniser. On est allé au Chili, moi puis Mathieu, ensemble. On a fait pas mal de voyages ensemble, mais au Chili, on s'est amusé. Hein, le commande, c'était le fun. On voyait des frères et sœurs. C'était comme si c'était nos meilleurs amis. C'était fantastique. On a participé à des courses, on a fait plein de choses. C'est ça, pour moi, l'utilité d'une grande loge. En plus d'avoir toute cette exposition-là localement, donc autant à Montréal qu'à Québec, ça nous permet vraiment de nous développer et d'aller encore un peu plus loin. Oui, absolument, de avoir ces opportunités de s'organiser et de se rejoindre ensemble, un petit peu comme on va se faire, comme on va faire demain, nous autres, comme Grande Loge. Ouais. On crée des opportunités pour voir plus loin que notre loge, pour tisser des liens plus serrés avec nos frères et sœurs dans d'autres loges de notre obédience. Et toi, comme tu parles, par la bienfaisance de nos relations internationales, ben, ça permet éventuellement à nos membres de participer, comme notre frère Jaime, notre frère Carmen, qui sont venus avec nous au Chili, de tisser des liens avec d'autres obédiences et d'autres loges à l'international dans lesquelles tu ne pourrais pas simplement faire ça sur une fin de semaine. Tu vois? Ça. C'est un facteur accélérateur. Et ça, c'est intéressant de considérer la Grande Loge, pour moi, comme un facteur accélérateur pour la loge et pour les maçons. Pour développer la maçonnerie, pour promouvoir une qualité ou une rigueur de pratique et aussi comme facteur accélérateur de tendre vers une phrase qu'on aime beaucoup utiliser, mais une fraternité universelle. Et c'est long à y arriver. Je sais, souvent, ça peut être tannant, mais ça fonctionne tranquillement, on y va. J'ajouterais aussi, on a besoin de la Grande Loge aussi pour projeter cette lumière qu'on a acquis dans le temple, à l'extérieur du temple, à travers nos actions dans le monde profane. Que ce soit dans des actions humanitaires qu'on fait, que ce soit dans d'autres projets, on a besoin de la Grande Loge à ce point aussi. Bon. On a déjà fait 1h45. C'est un record, je pense, pour notre émission. Bon, il y a peut-être un 10 minutes là, qu'on a fait des tests, là, peut-être 5 minutes pour les caméras, là, mais on est pas mal proche du 1h45 là, si vous nous écoutez présentement. Là.
Vraiment, merci, mes frères, d'avoir été là. Moi, je pense que c'est une bonne émission, mon frère Mathieu, parce que vu que t'es tellement pas là souvent, j'ai juste le goût qu'on continue, on fasse une autre émission après, sur un autre sujet, pour être sûr que j'ai le maximum avant que tu repartes. Mathieu, bon, c'est la fin de l'émission. J'aimerais ça tirer avec ton mot de la fin. Qu'est-ce qui reste pour toi avant ton départ? Qu'est-ce que tu vas faire? Parle-nous un peu de ta suite. Ben, qu'est-ce qui reste avant mon départ? C'est simple. Je vais accomplir un petit peu mon but primaire, qui est de passer une super beau convent avec l'ensemble des frères et sœurs de notre obédience, de contribuer comme je peux que ces travaux-là se déroulent bien et qu'on continue à transformer tranquillement notre obédience, de le faire progresser, de mettre des pierres, de solidifier notre structure, de nous rendre plus forts et de encourager davantage l'implication de nos membres dans la Grande Loge pour qu'on puisse rendre visible cette chose qu'on aime. Ouais. Hein? Donc, ça, c'est demain. C'est merveilleux. Après ça, j'ai eu un petit arrêt rapido à Québec pour m'occuper des affaires professionnelles. Ça fait quand même 5 mois que je suis en voyage et je prévois... T'as des employés à voir. Là, je prévois encore voyager 7-8 mois, puis je veux pas qu'ils oublient que j'existe, tu vois. Ou que je deviens que la face virtuelle, tu vois. Ouais. Que, tu sais... c'est bon de se voir en personne. Ouais. Parce que, tu sais, comme là, à soir, c'est bon de se voir en personne. C'est un très bon moment ce soir. Et donc, je pense que c'est essentiel aussi de faire ça. Donc, pour moi, ça va ressembler à ça les derniers jours. Ouais. Et après ça, avec un grand plaisir, je vais aller revoir ma conjointe, ma petite fille. Et ma maîtresse, une belle voilier de 47 pieds qui rend ma vie difficile, mais qui m'amène beaucoup de plaisir. Comment il s'appelle ta maîtresse, ton voilier? Là? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Ekat. Ekat. Ah. Puis là, les derniers, le prochain voyage, par exemple, il faut le dire, là, parce que là, il faut avertir les frères et sœurs que peut-être, si tu voyages dans certaines zones, peut-être qu'ils pourraient t'accueillir. Donc là, c'est quoi ton prochain voyage avec ton bateau? Ouais, donc l'objectif prochain, le météo étant favorable, ça serait de monter à Carthagène, par la suite Barranquilla, en espérant de voir notre frère Rachid. Rachid? D'ailleurs, qui était dans mon dernier vlog, le dernier vlog que j'ai fait, qui était à Las Vegas. Donc, Rachid était présent. Donc, j'espère de venir à Barranquilla bientôt. Ouais. Et pour trouver un petit météo favorable pour traverser en Jamaïque. Donc, ce serait ça les prochaines étapes. C'est fantastique. Puis peut-être tu préfères un stop en Haïti? Bien sûr. Absolument. Absolument. J'ai déjà une invitation ouverte de venir visiter ce pays-là. Donc, ça va me faire un grand plaisir de passer du temps là. Tu vas t'accueillir comme un roi là-bas. Je passerai par là. Oui, c'est merveilleux. Si ça peut donner une excuse à mon frère Kenley de venir me rejoindre dans un local un peu plus chaud. Ça serait bien. Excellent. Merci, Mathieu. Puis... encore une fois, je suis très heureux de t'avoir parmi nous. Je suis très heureux que lundi dernier, j'ai attendu 1h15 de plus parce que ton avion n'était pas encore arrivé pour te ramener à la maison. Tu as dormi toute la semaine à la maison. Tu t'amusais avec ma Tesla une fois de temps en temps de promener. Fait que c'était cool. Donc, encore une fois, un grand merci. Je suis très heureux de t'avoir parmi nous. Merci de m'avoir. Yes. Kenley, le mot de la fin du grand maître adjoint de la Grande Loge Annie du Canada. Je dirais merci pour cette invitation parce que j'ai passé un très bon moment. Ouais. J'ai eu le temps de discuter avec mon frère que je n'ai pas vu depuis 6 mois. Ça me manquait tous les mercredis soirs à la maison. Donc, d'ailleurs, tu parles de mercredi soir. Il me semble qu'il y avait un frère qui devait être là mercredi soir. On ne l'a pas vu? Oui, on ne l'a pas vu. Le devoir devoir maçonnique l'appelait dans une autre maison. Donc, mais...
C'est ça, et puis j'espère que je pourrai revenir bientôt. Peut-être Ben oui. vous présenter mon prochain livre, on ne sait jamais. Oui, puis d'ailleurs, faut que tu viennes parce qu'on va faire une émission sur la maçonnerie et la musique, donc qui est comment je pourrais dire, un amuse-gueule sur le prochain livre que notre frère Yves Vaillancourt va faire. Mais je voulais vraiment parler avec toi parce que je sais que la culture haïtienne, dans sa maçonnerie, met beaucoup l'accent aussi sur la musique. Ouais. Parce que moi, la musique, j'ai appris à aimer et vraiment développer, c'est cette belle musique-là. J'ai toutes les playlists que tu m'as envoyées, je les ai encore. Ouais. C'est fantastique. Donc, je crois que pour la prochaine émission, c'est sûr que certain tu vas être requis pour ça. Sans aucun problème. Je serai toujours là pour venir partager mes expériences, mes connaissances avec mes frères et sœurs. Donc, on parler de musique, il n'y a pas de maçonnerie haïtienne sur la musique, donc c'est ça. sera avec plaisir. La prochaine saison de ton émission, de ton podcast, parle-moi un peu de ton podcast. En ce moment, c'est la deuxième édition. Là, on est en train de parler de leadership et de développement personnel. Okay. Je reçois des gens, par exemple cette semaine, je reçois des gens avec des parcours atypiques. Je crois que tu as reçu Marjorie Théodore. Oui, on a parlé de son parcours parce que Marjorie est née en Haïti. Ouais. Elle est partie avec son père en Afrique et est revenue au Canada. Ouais. Et moi, ce que je cherche, par exemple, j'ai reçu la semaine dernière aussi Sylbette, qui est mère de 4 enfants et qui a décidé de revenir à l'université. Okay. Elle est née ici, elle est mariée très jeune. Elle a eu 4 enfants et après, elle a dit à son mari, moi, je veux... retourner à l'université, son mari a dit sans aucun problème. À l'université, elle a eu sa dernière fille, son 5e enfant. Donc, c'est une histoire extraordinaire parce qu'en fait, elle est aussi manager de son mari qui est DJ. OK. Donc, tu vois, mère de 4 enfants qui décide de revenir à l'université, qui est à la fois manager de son mari, qui gère le carrière de son mari comme DJ. Donc, c'est une elle histoire... Elle n'est pas encore franc-maçon, elle? Non, c'est avec beaucoup d'histoires. Et la semaine prochaine, je vais recevoir son mari. Okay. Parce que j'aimerais qu'on parle de ses parcours dans la communauté haïtienne. On n'est pas obligé tous d'être médecin, d'être avocat. Et lui, il a commencé de mixer de la musique en 1997 au Québec, t'imagines. Et là, je voulais voir un jeune noir, ans. Oui, un jeune noir qui décide de faire de la musique, qui décide de mixer de la musique au Québec, par exemple, qu'est-ce que ça donnait? Comment est-ce que c'était facile avec les parents, surtout les parents haïtiens? Si tu ne veux pas avocat, médecin, infirmière, il y a un problème. Donc là, j'essaie de donner à cette jeunesse l'opportunité de découvrir qu'il y a beaucoup de modèles dans la communauté. Parce que souvent, on pense qu'il n'y a pas de modèle. Et pourtant, il y a beaucoup de modèles dans la communauté haïtienne. Donc, à travers cette saison, je propose à tous ces jeunes l'opportunité de découvrir des modèles. Peut-être à la prochaine saison, je vais faire une saison concernée qui va parler de la spiritualité. Je vais recevoir des prêtres. Pourquoi vous avez eu envie de devenir prêtre, pasteur, tout ça? Mais comment est-ce que vous comprenez la maçonnerie aussi? Tu leur parleras aussi de la règle de Saint-Benoît. Bien sûr, bien sûr. Je vais être là quand ils vont en parler. C'est ça. Donc, en fait, c'est ça. Le podcast avance très bien. Et puis, j'avance sur la rédaction du livre. Petit à petit, pas beaucoup, mais... Ça. Écoute, prends ton temps. La roseraie des philosophes est là. Il n'y a aucun problème. Merci, mon frère. Merci. Moi, mon mois de la fin, c'est toujours la même chose. Mais là, aujourd'hui, je dois le dire, c'est mon nouveau livre. Hein? Donc, si ça vous intéresse, littéralement, vous irez voir ça sur la roseraiesdesphilosophes.com. Lucifer et la franc-maçonnerie, Anatomie d'un mythe. Moi, ça m'a pris 1 an et demi pour écrire tout ça parce que j'ai toujours eu le syndrome de la page blanche. Et avec plein de discussions et tout ça, ça fait que j'ai là maintenant mon ouvrage de 160 pages. Je vais peut-être me rendre, parce que là on a une réédition à faire là, parce que c'est trop grand. Ça se peut que je me rende à 180. Mais c'est un travail pour moi, pour les profanes, pour les gens qui ont toujours pensé à ce que la maçonnerie est toujours luciférienne et tout ça, qu'on est des sataniques, qu'on fait des sacrifices, tout ça. Donc je parle vraiment de tous ces mythes-là, toutes ces choses farfelues-là. Et pour moi, ben, c'est
c'est un peu un héritage que je fais parce que j'aurais jamais imaginé un jour pouvoir écrire un foutu livre. J'ai toujours eu de la misère à faire des planches. Donc, j'en ai fait beaucoup de planches, mais j'ai toujours eu de la misère à faire des planches. Donc, faire un livre, pour moi, c'était épouvantable. Mais si ça vous intéresse d'en apprendre un petit peu plus, vous irez voir ça sur laroseraiedesphilosophes.com. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, on va faire une petite promotion. Donc là, on va mettre les livres, en fait, en pré-vente. Donc là, si vous achetez le livre, donc je l'annonce tout de suite, donc si vous achetez le livre en pré-vente, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer la version PDF, mais qu'en retour, je vous demande, la seule chose que je vais vous demander, c'est que vous écrivez un commentaire honnête sur la lecture du livre. Moi, je vais entendre, autant que ce soit positif ou négatif, je veux vous entendre. Donc, si vous précommandez le livre, je vais vous envoyer quand même la version en format PDF, mais après, en retour, je m'attends que vous répondez, vous faites un bon commentaire sur la page et je vais vous dédicacer, une fois que c'est fait, je vais vous dédicacer, en fait, le livre en question. Et ça va me faire plaisir de faire ça pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire, Mathieu? Tu avais l'air de vouloir... Ouais, c'est parce que tu as dit, si vous dites un bon commentaire, je vais dédicacer. Non, c'est juste de taquiner un peu. Seulement si vous faites des bons commentaires, je vais vous dédicacer. Sinon, vous allez avoir le livre normal sans rien. Merci de m'avoir fait rappeler ça. Juste après, je veux une opinion honnête. Souvenez-vous que c'est pas honnête. Non, mais sérieusement, peu importe le commentaire, je vais vous le dédicacer, ça va me faire plaisir. Mais si vous voulez le précommander, ça va venir très bientôt. On va vous envoyer ça. Mais laroseraiedesphilosophes.com. Sinon, encore une fois, merci à tous les membres Patreon. Patreon.com/sous le bandeau. On a 4 forfaits. On a le forfait à 3$, le forfait à 5$, le forfait à 7$ et le fameux forfait à 33$. Littéralement, si vous prenez le forfait à 33$, c'est très simple, automatiquement, vous avez le droit de regard et il vous reste 1 mois. Donc, dépêchez-vous. Vous pouvez faire les commentaires sur n'importe quel chapitre et je vais dire que c'est vous, comme membre Patreon, que vous avez modifié mon livre. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, c'est vous qui avez décidé sur la résultante de mon livre. Mais c'est ça. Donc, si vous voulez nous encourager, ça nous aide pour les serveurs, les caméras et tout ça. Patreon.com/sous le bandeau. On a même maintenant, et le vin aussi, ouais, merci beaucoup pour le vin. Mais j'ai remarqué que Patreon.com maintenant offre aussi des forfaits gratuits. Donc les frères et sœurs, les auditeurs qui veulent nous écouter sans contribuer, ils peuvent le faire quand même. Juste à vous inscrire, vous allez recevoir les notifications. On est rendu maintenant avec les membres gratuits. Je pense qu'on est rendu à peu près à 100 Patreons. Donc, c'est quand même très intéressant. Donc, vous pouvez nous encourager. Ça nous fait vraiment plaisir. Sinon, il y a notre page Facebook, facebook.com/sous le bandeau. Notre site web, souslebandeau.ca. D'ailleurs, on a une boutique. Tantôt, on a fait la blague. Ça, c'est nos nouveau chandail avec les outils de la franc-maçonnerie, dont le micro et la console. Donc, on a l'équerre, le compas. On a le maillet, le niveau, le perpendiculaire, le micro et la console et la fameuse règle de 24 pouces. Donc, si vous voulez pas nécessairement avoir des symboles d'équerre et le compas, mais des symboles s'abonner pour qu'on vous reconnaisse, c'est le chandail qu'il vous faut. Donc, vous irez voir ça sur souslebandeau.ca. Sinon, à part ça, je pense que j'ai pas mal tout dit. Donc, je pense que on a littéralement... On a 1h57 minutes. Donc là, je pense qu'on a fait pas mal notre 2 heures. Kenny, je pense que tu voulais dire... T'avais l'air de vouloir dire quelque chose? Non, j'ai tout dit. T'as tout dit? Bon, c'est parfait. Donc, mon nom est Franco, puis je vous dis à une prochaine épisode. Ciao!